Un petit moment. Donc, on a enfin fini avec la philosophie antique. Donc là, on va passer de la philosophie antique à la philosophie médiévale. Et pour ça, on va prendre comme thème le libre arbitre. Alors, ça n'a pas l'air directement en lien avec le sens de la vie, mais on verra que c'est très important, en fait, pour les conceptions du sens de la vie à partir du XVIIIe siècle. Et donc, on va voir comment naît cette idée de libre arbitre, parce qu'elle marque, c'est aussi une des idées qui marque la transition entre la philosophie antique et la philosophie médiévale. En effet, comme on va voir, il y a une sorte de rupture dans l'histoire de la philosophie. La philosophie antique, c'est quelque chose de très long qui va du IVe siècle avant Jésus-Christ au moins jusqu'au IVe siècle après Jésus-Christ. Mais il se passe quelque chose historiquement qui fait qu'il y a vraiment une rupture dans l'histoire de la pensée occidentale, c'est l'irruption du christianisme, hein. Il faut voir que du point de vue de la philosophie, quels que soient vos jugements de valeur sur la question, le christianisme, c'est littéralement un corps étranger. C'est pas quelque chose qui se situe dans la continuité de ce qui a été fait par la philosophie grecque. C'est vraiment une nouveauté qui vient d'ailleurs et qui s'empare en fait, qui s'installe dans le paysage intellectuel occidental. Du coup, en fait, on va voir que ensuite, à partir du Moyen Âge, techniquement, la pensée occidentale, elle a deux sources assez distinctes qui sont d'un côté les pensées grecques et romaines, hein, la philosophie classique, et de l'autre le christianisme, et qu'une grande partie de l'histoire de la pensée occidentale au Moyen Âge, c'est comment est-ce qu'on accommode un peu les deux. Parce que c'est quand même des choses qui partent de principes assez différents, comme on pourra le voir. Donc on va parler du libre arbitre aujourd'hui. Alors il faut qu'on finisse aujourd'hui la séance sur le libre arbitre, parce que la semaine prochaine, c'est pas moi qui présenterai. On va parler de philosophie médiévale, et je vous avoue que malgré mon omniscience, la philosophie médiévale, c'est quand même pas trop mon truc. Donc, on va laisser deux séances avec Laurent de Chazali, qui est spécialiste en philosophie médiévale et qui dira les choses mieux que moi. Mais du coup, il faut qu'on finisse aujourd'hui, alors que, en général, le libre arbitre, c'est une question qui va vous poser beaucoup de questions. Donc, il va falloir être modéré dans les questions. Donc, quelques règles pour les questions aujourd'hui. Les questions doivent être sur le cours. Donc je ne peux pas parler, même si vous avez des questions sur qu'est-ce que c'est libre arbitre chez Kant, chez Descartes, chez machin, on va se limiter aux auteurs dont on parle ici et maintenant. Donc on va se limiter au libre arbitre pour cette période. Alors, avant de rentrer dans l'histoire de la philosophie, je vais poser quelques définitions sur les termes qu'on va utiliser. Alors, en gros, la liberté, vaste question philosophique. En général, pour simplifier, malgré le fait, on distingue deux grandes questions philosophiques sur la liberté. On considère qu'il y a des libertés qui se posent sur la question au sens politique. Qu'est-ce que c'est être libre dans un État? Est-ce que les lois limitent ma liberté? Et il y a ce qu'on appelle la liberté au sens personnel ou métaphysique. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est être un agent libre? Hein, l'idée, c'est que, par exemple, nous sommes des agents moralement responsables de nos actes. Nous avons un contrôle sur nos actions que peut-être les enfants ou les animaux n'ont pas. Et vous voyez que c'est deux sens différents du mot libre, hein. Il y a une citation très connue de Jean-Paul Sartre qui dit qu'on n'a jamais été aussi libre que sous l'occupation. Alors, ça n'est pas une phrase dans laquelle il dit que finalement l'occupation allemande, c'est vraiment trop chouette. L'idée, c'est que même justement parce qu'il n'y avait pas de liberté politique, c'était le moment d'exprimer sa liberté personnelle ou métaphysique, de faire valoir que nous étions des êtres capables de choix, hein. Donc, il faut bien distinguer les deux. On ne va pas parler de liberté au sens politique aujourd'hui, on en parlera un peu plus tard, au second semestre, peut-être même un peu au premier. On va se concentrer sur ce qu'on appelle aujourd'hui la liberté au sens métaphysique. Et en fait, comment c'est une question que, en fait, en grande partie, on ne trouve pas vraiment dans la philosophie antique, à part dans la toute fin, et qui émerge vraiment avec le passage de la philosophie antique à la philosophie médiévale et le christianisme. Donc voilà, la liberté métaphysique, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre ou le free will en anglais, hein, c'est la volonté libre. Et en général, il y a plein de façons de le définir, mais à l'époque contemporaine, maintenant, aujourd'hui, la définition qu'on donne souvent, c'est que c'est le type de contrôle que nous devons exercer sur nos actions pour pouvoir être considérés moralement responsables de nos actions. Par exemple, imaginons que vous êtes addict à une drogue quelconque, choisissez laquelle. Donc là, après le cours, vous allez faire un petit tour dans les ruelles sombres du côté des grottes pour aller acheter votre dose. Imaginons que la drogue que vous achetiez soit légale. Vous êtes libre d'acheter cette drogue au sens politique, mais peut-être un philosophe un peu embêtant pourrait dire que finalement, en faisant le choix d'aller consommer de la drogue, vous n'êtes pas libre au sens personnel. Vous n'avez pas un contrôle suffisant sur vos actions.
Peut-être qu'en vrai, vous voudriez arrêter de consommer cette drogue, mais votre addiction est tellement forte que vous n'êtes pas capable de maîtriser vos actions. Donc c'est de ce type de liberté-là qu'on va parler aujourd'hui. L'idée qu'il y a une liberté qui consiste à avoir un certain contrôle sur nos actions qui nous rend moralement responsables de nos actions. Et en philosophie, on dit qu'en général, c'est ce type de liberté-là qui fait que nous sommes des agents, hein. Même si vous vivez dans une dictature complète, vous restez des agents dans le sens où vous avez un certain type de contrôle sur vos actions. Vous pouvez délibérer sur ce que vous faites, vous pouvez contrôler ce que vous faites. Et on considère que c'est ce genre de contrôle-là qui fait que vous êtes moralement responsable. Donc, par exemple, on considère aujourd'hui que si un animal fait quelque chose de mal, il n'est pas moralement responsable. On ne va pas lui faire un procès. Alors, ça n'a pas toujours été le cas, hein. Par exemple, c'est discuté chez Platon, hein, dans certains textes, de savoir qu'est-ce qu'on fait quand un animal tue un humain? Est-ce qu'on lui fait un procès? Alors, Platon défend plutôt l'idée que non. Bon, après, dans Platon, on trouve aussi des discussions de savoir est-ce que si un objet tombe sur un humain et le tue, il faut faire un procès à l'objet. La réponse de Platon est aussi non, mais il faut quand même faire un rituel pour purifier l'objet. Mais il y a plein de questions comme ça. Au Moyen Âge, vous trouvez des procès d'animaux. Si vous recherchez, vous cherchez procès d'animaux. Il y a des procès qui sont faits aux animaux. Mais en général, on considère aujourd'hui que bah, voilà, si un animal a fait du mal à un humain, on peut les... Alors, généralement, on l'euthanasie, on zigouille, histoire de calmer la vindicte populaire, mais pas parce qu'il est responsable, parce qu'il est dangereux. C'est assez différent. Et la question, c'est quel est le type de contrôle qui fait que nous sommes moralement responsables? Par exemple, on considère généralement que les petits-enfants ne sont pas moralement responsables de leurs actions, s'ils font des très très grosses bêtises, parce qu'ils n'ont pas les capacités nécessaires pour être pleinement responsables de nos actions. Pareil pour les adolescents, hein, vous savez, on considère que les adolescents n'ont pas totalement un contrôle sur leurs actions, ils sont impulsifs et tout ça. Ou par exemple, les personnes qui souffrent de certains troubles psychologiques ne sont pas complètement responsables moralement de leurs actions. Et la question, c'est pourquoi? Quel est le type de contrôle dont ils manquent? Ok. Alors, la question, c'est de savoir, bon, jusque-là, j'ai supposé qu'on était libre et qu'on avait un contrôle sur nos actions, mais en fait, un des grands débats en philosophie, c'est de savoir, peut-être qu'en fait, aucun d'entre nous n'est moralement responsable, parce que peut-être aucun d'entre nous n'a le contrôle nécessaire sur ses actions. Peut-être que vous sentez que vous êtes des agents responsables, mais peut-être que tout ça n'est qu'une illusion. Et cette question, c'est celle d'une compatibilité entre la liberté et le déterminisme. Il y a l'idée que une des possibilités, c'est qu'en fait, aucun d'entre nous ne serions en fait libres et moralement responsables de nos actes parce que nous vivrions dans un monde déterministe. Et c'est là que commence la difficulté, parce que c'est pas facile de comprendre ce qu'est le déterminisme. Alors, concentrez-vous bien. Qu'est-ce que c'est le déterminisme? Alors, on dit qu'un système est déterministe, que le monde est déterministe, s'il est tel que les lois qui régissent l'enchaînement des états du monde, on est d'accord, le monde était comme ça il y a 5 secondes, il est comme ça maintenant, il sera comme ça dans 5 secondes, il sera d'une autre façon dans 5 secondes. Et l'idée, c'est que cet enchaînement, il est réglé par des lois strictes qui ne laissent qu'une seule possibilité ouverte. Donc un exemple de système déterministe, par exemple, c'est dans la physique classique. Si vous connaissez la trajectoire d'un corps qu'on lance, par exemple une balle, et toutes les forces qui s'appuient sur lui, il y a qu'un seul endroit où il peut arriver. Vous pouvez calculer quelle va être cette trajectoire. Ça va, ça? Vous voyez? Hein, il n'y a pas 10 000 possibilités. Si vous connaissez toutes les forces qui s'appliquent sur l'objet, les lois de la nature sont telles qu'il n'y a qu'une seule possibilité, il atterrira à cet endroit. Hein, quand on lance un dé, on ne sait pas où il va atterrir, mais c'est parce qu'on n'a pas de connaissances et le temps de calculer toutes les forces qui s'appuient sur lui. Donc le déterminisme, c'est vraiment ça, c'est l'idée que dans le monde dans lequel on vit, il est dirigé par des lois qui font que, étant donné ce qui se passe maintenant, il n'y a qu'une seule possibilité pour le futur. Parce que ça a déjà un premier sens, ça va? Alors, une définition un peu plus complexe du déterminisme, c'est ça, c'est un monde déterministe, c'est un monde dans lequel, étant donné les conditions initiales et étant donné les lois qui régissent ce monde, il y a une seule possibilité pour le futur. Ça va jusque-là, est-ce que vous voyez à peu près l'idée? Donc en général, quand vous avez fait de la physique à l'école, vous considérez que le monde est déterministe. On vous dit, voilà, là, la balle elle est lancée avec le truc, il est en train de glisser avec telle force dans telle direction, calculez où il va arriver dans 5 minutes, et en général, il n'y a qu'une seule solution. Oui? Question. Oui, mais non. Justement, on va voir ça, c'est la slide d'après. Il faut réussir à faire la distinction entre les deux. L'idée, les idées sont proches, mais en même temps totalement différentes. Mais justement, c'est exactement de ça qu'on va parler bientôt. Vraiment, le déterminisme, c'est ce que vous trouvez en science. Alors bien sûr, il y a des questions dans la physique contemporaine pour savoir si le monde est vraiment déterministe. Mais en tout cas, dans la physique classique, celle que vous avez appris à l'école, l'idée, c'est que les systèmes sont déterministes. Si on sait exactement
tout ce qui se passe maintenant, on peut prédire exactement l'état qu'aura le monde dans 5 minutes. Est-ce que vous voyez pourquoi? Ben parce que le monde agit pas au hasard. Il y a des lois qui déterminent ce qui va se passer et ces lois sont fixes. Elles ne laissent pas de différentes possibilités. Est-ce que vous voyez l'idée? Parce qu'il y a déjà des gens qui sont un peu confus, parce que c'est pas hyper facile, hein. Oui? Oui, oui, exactement. C'est très bien de le formuler comme ça. L'idée, c'est que le déterminisme, c'est une notion causale, hein. C'est l'idée qu'il y a des lois qui font que, étant donné l'état du monde tel qu'il est présent, il y a une chaîne de cause à effet qui fera que le monde sera comme ça plus tard. C'est vraiment cette idée d'enchaînement des causes et des effets. C'est effectivement une très bonne formulation. Ça va jusque-là? Alors, une confusion qui est souvent faite, c'est que le fait que le monde soit déterministe n'implique pas qu'il soit prédictible en vrai. Il serait prédictible pour un esprit supérieur qui aurait toute la puissance de calcul du monde et toutes les connaissances. Mais en général, comme nos esprits sont limités, ça ne veut pas dire que nous, on est capable de le prédire. Par exemple, quand vous tirez à pile ou face, vous ne pensez pas que la pièce a une force incroyable qui lui permet d'atterrir au hasard. Vous voyez bien qu'une fois que vous l'avez lancée, elle doit atterrir quelque part, mais vous ne pouvez pas le prédire, parce que là, tout de suite, c'est un peu difficile à faire. Et même en physique classique, il y a l'idée que, par exemple, à partir du moment où il y a beaucoup de corps qui sont impliqués dans un calcul, en fait, pour nous, c'est impossible de faire le calcul et de prédire. Donc ça, c'est un truc qui a été popularisé il n'y a pas longtemps. En général, les gens ne connaissaient pas, mais maintenant, peut-être que tout le monde a entendu parler du problème à trois corps. Non, pourtant, il y a eu un roman, une série. Problème à trois corps en physique classique, c'est ça. Dans la physique classique de Newton, il y a des lois très strictes qui déterminent le mouvement des corps. On est d'accord? Et on peut utiliser ces lois mathématiques pour prédire, par exemple, s'il y a un corps et un deuxième qui tournent autour, quelle va être la trajectoire de ces corps respectivement. Ça, on peut le calculer assez facilement. En fait, ce qui est connu depuis le XVIIIe siècle, c'est que si vous rajoutez un troisième corps dans l'équation, si vous avez un système avec trois planètes, par exemple, bah, ça devient tout de suite trop compliqué pour qu'on puisse vraiment le prédire. On n'arrive pas à résoudre ces équations. Donc ça reste imprédictible, mais personne ne dit que c'est non déterminé. Ça reste déterminé par les lois, mais c'est juste que les calculs et la résolution des équations nous échappent. Donc il faut bien faire la distinction. Le fait que le monde soit déterministe, ça veut dire qu'il y a un seul futur possible, mais ça ne veut pas toujours dire qu'on est capable, nous, de le prédire. Est-ce que ça va? Parce que la prédiction, des fois, ça demande des calculs qui sont trop compliqués pour nous. Parce que souvent, on explique le déterminisme en termes de prédictibilité. En fait, il y a plein de choses qui sont déterminées et qu'on n'arrive pas à prédire. À partir du moment où c'est trop compliqué, ça échappe à notre pouvoir de prédiction. Donc, si vous voulez exprimer le déterminisme en termes de prédiction, il faudrait dire comme ça, c'est un esprit infini qui pourrait faire un maximum de calculs en un temps très court pourrait prédire comment va évoluer le monde à partir de l'état initial. Si cette intelligence savait comment le monde est maintenant et quelles sont les lois qui régissent le monde, il pourrait prédire l'avenir. Mais nous, on n'est pas capable parce que c'est un peu trop compliqué. Donc, il ne faut pas le définir en termes de prédictabilité, il faut vraiment le définir en termes de il y a un seul futur possible parce que il y aura une seule enchaînement de causes et d'effets. Vraiment déterministe, il faut imaginer ça. Vous avez peut-être déjà vu ça. C'est des vieux trucs, vous savez, ces machines où on fait rouler une boule, puis elle fait tinter une cloche, puis ça fait descendre une poulie, puis ça fait tomber un autre objet, et puis à la fin, ça fait tout un truc. Le déterminisme, c'est ça. Il y a un enchaînement de causes et d'effets, et étant donné qu'on a enclenché la chaîne, il n'y a qu'une seule solution possible. Ce que vous voyez tous. Donc le déterminisme, c'est ce qu'on accepte en sciences, en général, au moins dans la physique que vous avez appris au collège, etc. Est-ce que c'est déjà trop confus ou est-ce que ça va pour l'instant? Alors, effectivement, l'idée, c'est qu'il faut déterminer l'idée de déterminisme de l'idée du destin. Alors là, je vais dire de fatalisme. Fatalisme qui vient de fatum en grec, le destin. Parce que le déterminisme, c'est l'idée que, étant donné l'état du monde maintenant et les lois, il doit se passer nécessairement ça. Mais si je changeais l'état du monde maintenant, si l'état initial était un peu différent, bah, le résultat serait un peu différent. Ce que vous voyez. Hein, c'est vraiment l'idée que si je lâche cette balle à cette hauteur, bah, elle va atterrir à une place bien précise. Mais si je change un petit peu et que je la lance d'un peu plus loin, elle va atterrir à un autre endroit. Voilà. Donc, dans le déterminisme, il y a l'idée que, étant donné d'où on part, il y a un seul résultat possible. Mais si je change le point de départ, ça change le résultat. Parce que ça va. Voyez bien que si on prend une autre science déterministe comme la chimie, l'idée c'est que si je mélange tel élément et tel élément, ça va forcément donner tel résultat. Mais enfin, si je rajoute un autre élément en plus, ça va donner un résultat un peu différent. Hein. Donc l'idée c'est qu'il y a une seule solution possible, étant donné
comment le monde est maintenant, mais si le monde était différent, le résultat serait différent. Ça va, ça? Oui. Il y a une seule solution possible, étant donné l'état dans lequel le monde est maintenant. Alors ça dépend, il faut pas... Il y a une infinité de solutions possibles, si vous entendez possible dans l'absolu, mais si vous entendez possible étant donné l'état actuel, il n'y en a qu'une seule. Vous voyez? C'est-à-dire que pour que le résultat soit différent dans le déterminisme, il faut changer les conditions de départ. Est-ce que ça va? Oui? Ouais. Par exemple, le fait que je bouge d'endroit pour lâcher l'objet, Vous changez la cause. mais le fait que je bouge, c'est aussi un effet. Ou pas. Oui. Alors l'idée, c'est que dans le déterminisme, ce n'est pas possible que ce soit différent, parce que effectivement, si je le lâche ici plutôt qu'ici, c'était complètement déterminé par ce qu'il y a le passé. Mais le conditionnel, si ça avait été- si ça- si je l'avais lancé un peu plus loin, le résultat aurait été différent, reste vrai. C'est juste que cette possibilité n'est pas ouverte. Il faut vraiment voir, c'est juste ce conditionnel. Je n'ai pas dit que c'était possible que vous de la lâchiez d'un peu plus loin. J'ai juste que si vous l'aviez lancé d'un peu plus loin, le résultat aurait été différent. Est-ce que vous voyez la différence? Ouais, ça va. Quelqu'un va savoir que l'objet allait être lancé à un autre Voilà, exactement. Par contre, c'était déterminé que je lance d'ici, mais ça reste vrai que si je l'avais lancé d'ici, le résultat aurait été différent. C'est vraiment une question de conditionnel, est-ce que vous voyez? destin aussi. Là, je crois. Alors, ça dépend ce que vous appelez comme destin, mais justement, l'idée, c'est que c'est un peu différent ce qu'on entend par destin. Parce que l'idée du ce qu'on appelle le fatalisme en philosophie, c'est pas exactement comme déterminisme, c'est l'idée qu'il y a des points fixes qui devaient arriver de toute façon. C'est-à-dire, même si je change tout, en gros, le destin, c'est l'idée que ça doit arriver parce que ça doit arriver indépendamment de la chaîne qui nous amène jusqu'ici. Hein, c'est l'idée que, quel que soit le truc que j'essaye de faire, le destin va changer son cours pour s'assurer que ça arrive. Hein. Par exemple, l'idée, c'est que, imaginez que, un truc classique, imaginez que les dieux aient prédit, c'est le destin, que tel enfant doit tuer son père. Vous connaissez hein, cette histoire. L'idée, c'est que bah, vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, à la fin, il finira toujours par tuer son père. Si vous essayez de le noyer, il va être sauvé par des sirènes et il reviendra et tuera son père. Si vous essayez de l'électrocuter, bah, peut-être qu'en fait, la foudre va lui donner des super pouvoirs et il va tuer son père. Si vous le jetez par la fenêtre, il va peut-être être récupéré par quelqu'un en bas qui va l'élever puis il va tuer son père. L'idée, c'est que quoi que vous fassiez, le résultat sera le même. C'est-à-dire que dans le destin, il y a l'idée il peut y avoir plein de chaînes possibles qui amènent à ce résultat. C'est que quoi que vous fassiez, même si vous changez tout, même si vous changez votre comportement, ça aurait quand même fini sur le même résultat. Est-ce que vous voyez la différence? Le déterminisme, c'est ce résultat devait arriver parce qu'il y a une chaîne d'événements bien précis qui allait y amener. Est-ce que vous voyez ça? S'ils avaient changé si c'était possible de changer un maillon de la chaîne, le résultat aurait été différent. Par exemple, si vous faites une réaction chimique et que vous changez un paramètre, le résultat sera différent. Vous voyez? L'idée du destin l'idée du destin dans la tragédie classique, c'est que bah, quoi qu'il se soit passé, normalement, ça, de toute façon, ça a été fixé par les dieux, ça devait se produire. Est-ce que vous voyez vraiment un peu la différence entre les deux? Ou est-ce que c'est pas visible tout de suite? Vraiment, l'idée du déterminisme, c'est que ça devait arriver parce qu'il y a une chaîne d'événements bien précis qui amène de maintenant à cet événement, à ce résultat. Et si je changeais un peu les paramètres de départ, j'arriverais à un autre résultat. Le destin, c'est l'idée que résultat est tellement fixé que même si je pourrais changer quoi que je fasse, ça arriverait toujours au même résultat. Oui? L'un va Non, avec l'autre. non, justement pas. Si vous êtes déterministe en science, vous n'êtes pas fataliste. Par exemple, vous dites, bah là, étant donné que j'ai lancé la boule, elle est atterrie là, vous diriez, si je l'avais lancée d'un peu plus loin, elle serait arrivée à un autre endroit. C'est juste parce qu'il y a cet enchaînement très précis de causes et d'effets que le résultat... En gros, l'idée, c'est que dans le déterminisme, la nécessité est conditionnelle. C'est, étant donné que les conditions initiales sont ceci précisément, le résultat, c'est ça. Le fatalisme, c'est l'idée que, quelles qu'aient été les conditions initiales et quoi que j'efface, j'arriverai toujours au même résultat. Est-ce que vous voyez un peu la différence? C'est l'idée que le déterminisme, il y a cette notion de fragilité. Vous pouvez être déterministe. Le déterminisme a vraiment une notion de... C'est compatible avec une notion de fragilité en disant, il aurait suffi de changer un petit élément et les résultats auraient été complètement différents. Ça, vous pouvez le dire en tant que déterministe. Vous comprenez? Ouais. Si vous êtes fataliste, vous ne pouvez pas dire, il aurait suffi d'un petit battement d'aile d'un papillon et puis tout aurait changé. Est-ce que vous voyez la différence? Oui. Dans les faits, personne ne peut prédire l'avenir. Oui. Pas dans le fait du déterminisme et du fatalisme.
Ça revient au même dans le sens où Alors, ça revient pas exactement au même, parce qu'il y en a un qui dit, alors on va voir que c'est important pour la dans la suite, hein. théorie, Ouais. quoi, donc, fait, Alors, vous pouvez dire pour vous, est-ce que ça change quelque ce que chose? j'ai choisi, c'était le destin. Alors, vous étiez destiné à choisir ça. Ça dépend, parce que, en fait, l'idée, c'est que le déterministe, si vous êtes déterministe, vous êtes obligé d'être déterministe sur tout. C'est tout le monde qui est déterministe. Chaque chose qui se passe est déterministe. Sinon, le déterminisme ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas avoir un déterminisme local. Ainsi, le déterminisme concerne tout le monde. En général, le fatalisme a un peu cette idée que, le fatalisme antique, hein, je ne parle pas du fatalisme maintenant, c'est l'idée qu'il y a des trucs qui devaient forcément arriver, mais peut-être qu'il y a plusieurs moyens, peut-être que vous pouvez réagir de plusieurs façons. Vous voyez? Peut-être que le fatalisme ne concerne pas tout ce qui se passe, mais juste, par exemple, le fait que telle personne doit tuer son père. Vous voyez? Et ça laisse, ça laisse en fait de la liberté sur comment vous allez réagir, mais de toute façon, vous allez arriver au même résultat. Est-ce que ça... Oui, le résultat reste le même. Mais ça, on va dire que les conséquences pratiques ne sont pas les mêmes. Oui. Pour les fatalistes, on est responsable de rien. Bah, il y a un peu ce truc-là, quoi. L'idée, c'est que quoi que vous ayez fait, vous auriez pu essayer n'importe quoi, ça aurait donné ça. Est-ce que ça... Tandis que dans le déterminisme, il y a l'idée que ça se produit précisément parce que vous avez fait ça. Oui? Il est responsable de rien, mais oui et non, parce que dans la tragédie de Pym, Oui. c'est lui-même qui se condamne presque, parce qu'il dit, il annonce la condamnation avant, et puis donc il se donne lui-même sa condamnation. Oui, mais là, on parle de la condamnation. Moi, je parle du fait qu'il devait tuer son Oui, père. il y a pas, Ouais. fatalisme, peut-être, il n'y a pas qu'une finalité des choses, il y a aussi tout ce qui est, Non, en général, quand il y a des trucs fatalistes dans la tragédie grecque, l'idée, c'est que c'est pas tout qui est déterminé par le destin, mais certains événements précis. Oui, oui, Voilà. Et effectivement, l'idée, c'est que vous pouvez enchaîner, vous pouvez aussi enchaîner, amener vous-même votre propre perte, quoi. Mais l'idée, c'est qu'il y aurait eu de toute façon un autre moyen d'y arriver. Ouais. Que le déterminisme ne fonctionne pas mieux dans le monde scientifique Si. et lois physiques de manière jamais vue. Comment, que Parce que vous quoi? dites que le déterminisme doit fonctionner de Ouais. manière globale. En fait, les exemples qui concernent surtout le monde scientifique, les lois physiques. Ouais. Est-ce qu'ils fonctionnent tout aussi bien de manière générale dans le monde Alors, physique, dans le monde quoi? dans le monde physique? Dans le monde de la vie de tous les jours, vous voulez dire? Est-ce que le déterminisme Ouais. ne fonctionne pas particulièrement bien par rapport aux lois physiques de la Si, nature? si, c'est vraiment son premier domaine C'est ça. d'application. Ouais. Alors, ça c'est une bonne question, on s'écarte un peu du cours. Il y a des auteurs qui défendent, par exemple comme Hume, défendent l'idée qu'en fait, si vous êtes capable de vivre au jour le jour, c'est parce que vous acceptez qu'en fait, le monde humain est déterministe. Pourquoi? Alors ça c'est un très bel argument d'Hume que j'aime beaucoup. Et l'idée c'est que vous ne pouvez fonctionner dans la vie de tous les jours que parce que vous arrivez à prédire le comportement des êtres humains. Hume a un très bel exemple. C'est-à-dire, par exemple, là, je viens en cours et j'ai aucune inquiétude qu'à un moment, l'un d'entre vous se lève et me poignarde sauvagement. Vous n'avez pas encore reçu vos notes. Euh, et Hume dirait, mais en fait, si on vivait dans un monde indéterministe où des trucs se produisent un peu au hasard, finalement, on devrait se dire, mais en fait, il y a toujours une chance quand je traverse la route, par exemple, que le type décide d'accélérer en voyant plutôt qu'en se freinant. Et il dit, en fait, ce qui nous permet de vivre au jour le jour dans la vie de tous les jours, c'est implicitement, on considère que les gens ont un comportement assez prédictible. Et du coup, en fait, on est déjà en train d'être déterminé dans la vie de tous les jours sur le comportement des autres êtres humains. Alors, vous n'êtes pas obligé d'accepter. Mais l'idée de Hume, c'est que c'est non seulement pertinent, mais c'est nécessaire pour la vie de tous les jours. L'idée, c'est que si vous considériez que, par exemple, les autres êtres humains sont des créatures un peu aléatoires et stochastiques, ça rendrait la vie super anxiogène. Euh, Tandis qu'en vrai, bah, vous n'êtes jamais trop surpris hein, par ce qui se passe. En général, le comportement des autres êtres humains, 99% du temps, est quand même très prédictible. Et ce que dit Hume, c'est en général, on traite naturellement en fait, les autres êtres humains comme plutôt des êtres assez déterministes. On sait que telle personne veut faire ça, donc elle va faire ça. Alors, j'ai pas dit que c'était vrai, mais en tout cas, c'est pas complètement absurde. En tout cas, selon l'argument de Hume, c'est déjà ce qu'on fait de traiter les gens de façon prédictible et déterministe dans ce sens-là. Voilà, ce serait une réponse possible, pas la seule réponse possible. Il y a tout un débat pour savoir à quel point les êtres humains sont prédictibles, mais il y a plein de phénomènes humains qui sont assez prédictibles hein, dans les sciences humaines. Euh, Par exemple, je sais pas, en France, à une époque, il y avait toute cette radio qui était entièrement dédiée à prédire les bouchons de circulation. Et vous saviez que le 18 août, il y allait avoir beaucoup de circulation, ou le samedi des vacances, il y allait avoir beaucoup de circulation sur la route. Et en général, les prédictions étaient à peu près justes.
Alors vous pouvez dire l'être humain est libre, mais pas libre, mais est non déterminé, mais en tout cas il est en grande partie. On peut faire comme s'il était, ça a l'air de fonctionner. Hein. En général, faire comme ça fonctionne assez bien. Oui? C'est déterminé, enfin, je sais pas si Ouais, ce débat, si un vécu en entier détermine, on va dire, la personne qui va être ou pas. ouais, mais alors là c'est plus compliqué parce que là on parle de vraiment comme si c'était En fait, quand on dit déterminé, quand on dit par exemple notre caractère est déterminé parce qu'on a vécu dans l'enfance, on n'entend pas déterminisme au sens où ça le rend nécessaire. On entend juste, en fait, on utilise le mot déterminisme juste pour dire que ça influence l'échange que notre caractère soit là. Donc, on n'est pas vraiment dans du déterminisme dans ce sens-là. Souvent, quand on utilise déterminé dans ces sciences-là, on veut juste dire que c'est un facteur causal parmi d'autres. Mais personne défend l'idée qu'on peut prédire à 100% quel va être votre caractère aujourd'hui parce que vous avez vécu dans votre enfance. C'est un des facteurs déterminants, mais ce n'est pas un déterminisme complet. Donc, on pourrait accepter cette partie de la psychologie tout en rejetant le déterminisme comme ça, si vous voulez. On pourrait juste dire il y a des causes probabilistes. Si votre enfance a été comme ça, vous avez plus de chances d'être comme ça, sans pour autant accepter le déterminisme full comme ça. Parce que ça. Alors, il faut faire attention, effectivement, le mot déterminisme dans la vie de tous les jours, quand vous le croisez dans des textes, souvent ça veut juste dire facteur causal, quoi. On va dire ça détermine en partie. Et le déterminisme, la vraie thèse, c'est ça. C'est étant donné comment vous êtes maintenant, il n'y a qu'une issue possible. Vous ne la connaissez pas encore, mais il y a qu'un seul futur possible pour vous. Vous découvrirez lequel en temps et en heure, parce que c'est pas vraiment très prédictible et ce n'est pas notre portée, mais il y en a qu'un seul possible. Est-ce que ça, c'est bon? La différence entre fatalisme et déterminisme, c'est vraiment ça. C'est l'idée que, il faut garder ça en tête. Le déterminisme, c'est compatible avec cette idée de fragilité. L'idée que peut-être, vous savez, si vous aviez pris tel métro 5 minutes plus tard, vous n'auriez pas rencontré cette personne qui va devenir l'amour de votre vie et votre vie aurait été complètement différente. Ça, c'est compatible avec le déterminisme, par exemple. Vous voyez? L'idée, c'est compatible avec l'idée qu'il y a une chaîne qui est faite que vous avez fini ici avec cette personne parce que vous l'avez rencontrée dans le métro, mais vous pouvez dire quelque chose comme il aurait suffi d'un tout petit changement, par exemple, que je décide finalement de changer de t-shirt et j'aurais raté mon métro et ma vie aurait été complètement différente. Ça, cette phrase-là, elle est compatible avec le déterminisme. Mais elle serait pas compatible avec un fataliste qui dirait on était destinés à être ensemble, quoi. Parce qu'on dit quand on est destiné à être ensemble, ça veut pas dire ouais, par contre, si j'avais pris 5 minutes de plus ce matin-là, on aurait fini avec d'autres personnes. Hein. Ça, c'est vraiment ça la différence entre déterminisme et fatalisme. C'est l'idée que c'était nécessaire que vous finissiez avec cette personne qui sera l'amour de votre vie, mais bon, il aurait suffi d'un tout petit changement pour qu'en fait, votre vie soit complètement différente. Alors, pour une façon de comprendre la distinction entre fatalisme et déterminisme, c'est de revenir à une distinction, à un argument classique entre le déterminisme des stoïciens. Donc, on en a parlé brièvement il y a 2 semaines. Les stoïciens tardifs, je précise tardifs, en tout cas tardifs et milieu, à partir de Chrysippe en général, sont des déterministes. Ils considèrent que tout ce qui se passe dans la nature fait partie du plan divin parce qu'il y a un enchaînement de causes très précis. OK? C'est si telle chose devait arriver, c'est parce que telle chose devait arriver avant, que telle chose devait arriver avant, telle chose devait arriver avant. C'est pas un fatalisme où chaque événement doit se produire indépendamment des autres. Et alors ça, c'est important parce que il y a un argument qui est opposé aux stoïciens dans l'Antiquité, c'est ce qu'on appelle l'argument paresseux. C'est dire, vous les stoïciens, votre théorie, elle ne fait aucun sens. Pourquoi? Parce que si j'accepte comme vous que tout obéit au plan divin, alors je dois dire la chose suivante. Ça ne sert à rien d'aller chez le médecin quand vous êtes très malade. Pourquoi? Parce que, imaginons que que c'est mon destin de guérir. Alors, je vais chez le médecin, je guéris. Je vais pas chez le médecin, je guéris. C'est mon destin de crever, de pas guérir. Alors, j'aurai le médecin, je mourrai et je guérirai pas. J'irai pas chez le médecin, je mourrai et je guérirai pas. Donc, a priori, si vous acceptez ça, pour les gens qui s'opposent au stoïcisme, ils disent voilà, si votre théorie est vraie, de toute façon, rien, ça sert à rien d'agir. Parce que les choses sont fixées et doivent arriver quoi que vous fassiez. Ça, c'est ce qu'on appelle l'argument paresseux, l'argos logos. Hein. Pourquoi c'est paresseux? Parce qu'en gros, c'est un argument pour dire si j'accepte la théorie des stoïciens, alors j'ai une excuse pour ne rien foutre. Oui, exactement. Voilà, très bien. C'est le point. Justement, oui. Voilà. Alors, justement, la réponse des stoïciens à cette attaque, c'est de dire à leurs adversaires, vous n'avez pas compris notre théorie. Notre théorie, c'est pas que les trucs doivent arriver quoi qu'on fasse, c'est qu'ils doivent arriver précisément parce qu'on allait faire ça.
C'est ce que disent les stoïciens. Donc ça, c'est des extraits du traité du destin de Cicéron. On n'a pas la totalité du traité, mais ça parle des débats sur le destin, justement, dans l'Antiquité, particulièrement entre épicuriens et stoïciens. Et il donne la réponse de Chrysippe, qui est un stoïcien, qui dit dire, mais non, l'idée c'est que je suis destiné à guérir parce que j'étais destiné à aller chez le médecin, parce que j'étais destiné à prendre la décision d'aller chez le médecin. Hein, c'est toute la chaîne ensemble, tout se tient. On peut pas, les choses ne sont pas indépendamment fixées, c'est l'entièreté de la chaîne qui est fixée. Donc ce que dit le stoïcien, c'est vrai, j'étais déterminé à guérir, mais précisément parce que j'étais déterminé à aller chez le médecin. Si j'étais pas allé chez le médecin, je serais mort. Ou je n'aurais pas guéri en tout cas. Mais il était nécessaire que je guérisse parce qu'il était nécessaire que j'aille chez le médecin. C'est parce que je suis allé chez le médecin que j'ai guéri. Est-ce que vous voyez comment ça fonctionne? Hein, le truc, le fait que je guérisse, il n'existe pas isolément de tout le reste de la chaîne. Oui. C'est-à-dire que le fatalisme part en fait de la cause finale et puis elle remonte, donc futur vers maintenant, et puis détermine. Ouais, c'est assez bien dit. Ouais, effectivement, l'idée, c'est que dans le fatalisme, le futur est fixé. Et donc, si vous décidez de faire tel choix pour y échapper, c'est un peu comme si la chaîne chronologique se tordait pour essayer de relier un peu cette fin-là à votre point de départ. Ouais, c'est une assez bonne. Ouais, c'est ça. Dans le fatalisme, l'idée, c'est que le futur est fixé, puis en gros, on va tout. Le, le- le destin va se tordre pour s'assurer que vous atteignez ce point-là, quoi. Vous savez, c'est un peu comme dans ces films un peu. Je n'ai plus en tête, mais je sais qu'il y a des trucs ou des BD un peu débiles comme ça où la personne essaye d'accepter au destin, puis genre, elle prend l'avion pour partir très trop loin, puis là, l'avion, il est détourné par des gens qui le font spécifiquement atterrir à l'endroit où il ne voulait pas aller, quoi. C'est en gros ce genre, ça, c'est le fatalisme, quoi. Mais le déterminisme, du coup, c'est pas ça. Donc, justement, pour répondre à une question qui avait été posée sur les stoïciens, souvent il y a un peu cette idée qui est complètement légitime, étant donné la façon dont écrivent certains stoïciens, de se dire est-ce que ce que les stoïciens disent, c'est pas que tout ce qui arrive est fixé, et par contre moi j'ai le choix de savoir comment j'y réagis, bah c'est pas compatible avec leur thèse déterministe. L'idée c'est que vos réactions et vos décisions, elles sont elles aussi partie de la chaîne totale, quoi. Donc, est-ce que ça va jusque-là? Vous avez compris la différence entre fatalisme et déterminisme. Fataliste, c'est l'idée que je guérirai même quoi que je fasse, même si je n'irai pas chez le médecin. Et là, les déterministes, c'est l'idée que je vais guérir forcément, parce que de toute façon, j'irai forcément chez le médecin. Parce que j'irai forcément prendre cette décision, parce que j'ai confiance dans les médecins, ou alors je suis hypocondriaque, parce qu'il s'est passé ça dans mon enfance, parce que, et on remonte ainsi jusqu'au début de l'univers. Il y a aucune, ça s'enchaîne méthodiquement depuis les tout débuts de l'univers, si vous voulez. Alors, du coup, maintenant que vous avez compris ce qu'est le déterminisme, bon, il y a une question qui se pose en philosophie, c'est est-ce que le monde est déterministe? Est-ce que vraiment le déterminisme est une description fidèle du monde? Mais on ne va pas parler de ça. On va parler de l'autre question qui se pose, c'est de savoir est-ce que si le déterminisme est vrai, est-ce que si c'est vrai que tout s'enchaîne de façon nécessaire, est-ce que je peux quand même être un agent libre et moralement responsable? Est-ce que la liberté, c'est compatible avec le déterminisme? Et ça, c'est une question qui remonte à l'Antiquité, plutôt tardive, parce que c'est le fruit d'un débat entre les épicuriens et les stoïciens. Donc si vous reprenez la lettre à Ménécée que vous avez tous lue, mais ça fait un petit moment, si vous regardez vers la fin de la lettre, il y a cette idée que Épicure défend qui dit il faudrait mieux s'incliner devant toutes les opinions mythiques sur les dieux que de se faire les esclaves du destin des physiciens, car la mythologie nous promet que les dieux se laisseront fléchir par les honneurs qui leur sont rendus, tandis que le destin dans son cours nécessaire est inflexible. Donc en gros, les épicuriens rejettent le déterminisme. Ils pensent que le monde n'est pas déterministe. Rappelez-vous, hein, pour les épicuriens, le monde, c'est juste un ensemble d'atomes qui rentrent en collision les uns avec les autres. Donc on pourrait se dire, waouh, c'est une vision super matérialiste du monde. C'est une vision matérialiste, il n'y a pas de problème. Donc clairement, ils doivent être déterministes. Mais en fait, les épicuriens ne sont pas déterministes et ils détestent le déterminisme. En fait, les épicuriens supposent qu'il y a une sorte de hasard dans la nature qui fait qu'on ne peut pas prédire ce qui va se passer. Ok. Alors, il y a deux raisons pour lesquelles ce hasard est introduit. La première raison la plus importante, c'est que dans le système d'Épicure, l'univers a un haut et un bas. Alors, oui, voilà. Bref, il y a un haut absolu de l'univers et un bas absolu de l'univers. Alors, pour nous et vous, hein, dans la physique moderne, même pour la physique des anciens comme Aristote, haut et bas, c'est relatif, hein. C'est juste le centre de la Terre, et voilà. Mais alors, pour les épicuriens, il y a vraiment le haut de l'univers et le bas de l'univers. Voilà. Et les atomes, ils tombent dans l'univers de haut en bas, comme ça, en ligne droite.
Problème d'Épicure, c'est de dire, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, les atomes vont entrer en collision s'ils tombent de haut en bas en permanence? Réponse d'Épicure, ouais, bah à un moment, il y a des atomes, ils vont décider de faire un tout petit pas de côté comme ça, là. Une petite déviation, tac. Qu'est-ce qui cause cette déviation? Rien. C'est purement aléatoire. C'est les atomes ont le pouvoir, de temps en temps, aléatoirement faire des petites déclinaisons. Et du coup, ça va entraîner la collision des petites boules cosmiques et d'un coup, les planètes, les mondes vont se former. Donc ça, c'est la raison cosmologique. Mais si on regarde les épicuriens plus tardifs comme Lucrèce, il y a cette idée que bah, il faut aussi que les atomes puissent agir au hasard afin que nous, on ne soit pas déterminés. Afin que nous, on échappe au destin des physiciens. Ce qu'ils appellent le destin des physiciens, c'est littéralement le déterminisme. Pourquoi? Parce que pour les épicuriens, si le monde est déterministe, si c'est vrai que tout s'enchaîne mécaniquement, alors les humains ne peuvent pas être libres et moralement responsables de leurs actions. Or, c'est à peu près clair pour les épicuriens que nous sommes libres et moralement responsables de nos actions. Donc, c'est que ça ne marche pas comme ça. Donc, c'est que le monde n'est pas déterministe. Oui. Là, vous parlez de déterminisme, et d'un autre côté, vous parlez de destin. Alors, on voit que c'est peut-être une voie très différente, donc logiquement, Ouais. on ne peut pas être d'accord. Alors, ce qu'ils appellent destin des physiciens ici, c'est vraiment l'enchaînement des causes et des effets. Ce que nous, on appellerait déterminisme. C'est juste que le mot déterminisme n'existe pas dans l'Antiquité. C'est un truc très tardif. C'est pour ça qu'en fait, c'est assez compliqué de plonger dans la littérature de l'Antiquité sur cette question, parce que le mot destin est utilisé pour ces choses que je vous ai encouragé à distinguer. Donc, c'est toujours dur de savoir exactement ce que les auteurs ont en tête. Mais là, ce qu'il appelle destin des physiciens, l'idée, c'est qu'il y a le destin donné par les dieux. C'est genre, voilà, les dieux ont décrété que ça allait arriver. Et là, ils disent finalement, en vrai, techniquement, on pourrait s'en sortir dans ce cas-là. Il suffit de faire assez de sacrifices aux dieux et peut-être qu'ils vont changer d'avis, quoi. Mais le destin des physiciens, c'est l'enchaînement aveugle des atomes et des causes et des effets. Et en général, vous ne pouvez pas trop réussir à acheter les atomes en leur faisant des sacrifices. Ça ne marche pas des masses. Donc c'est pour ça que pour Épicure, c'est pire. Oui. Ben, pas très clair, justement. La cause, elle est fragile. Donc Ouais. forcément, si je me déplace, c'est Mhm. pas déterminé que je lance ma balle ici, je dois la déplacer là pour la lancer. Non, c'est quand même déterminé. L'idée, c'est que dans le déterminisme au sens commun, au sens actuel, tout est déterminé depuis la création du monde. Il y a une chaîne. Mais la phrase qui était si, c'est pour ça que c'est un peu compliqué, la phrase qui était si les circonstances de départ avaient été un peu différentes, le résultat aurait été différent. Elle reste vraie. Même si c'est impossible d'avoir eu des... Par exemple, imaginons une phrase comme ça. Vous pourriez dire quelque chose comme si je pouvais me téléporter, j'aurais pu partir plus tard de chez moi ce matin. Cette phrase, elle est vraie, même si c'est impossible que vous puissiez vous téléporter, ok? Donc la phrase si je pouvais agir différemment, les conséquences seraient différentes. Elle est vraie, même si c'est impossible dans le déterminisme que vous auriez pu agir différemment. Est-ce que ça a un sens comme ça? Ouais, quand même un petit peu. Par exemple, c'est vraiment l'idée que, imaginez, vous voyez une réaction complètement indépendante de vous par exemple, dans un laboratoire de chimie, vous pourriez dire, voilà, personne n'avait le contrôle sur ce qui s'est passé, mais si on avait pu à tel moment baisser la température, les conséquences auraient été différentes. Mais même, on pouvait le dire, même si en fait personne n'avait la possibilité de le faire à ce moment-là. Ouais. C'est un peu Aristote se sent menteur, monique pour la cause. Alors, le déterminisme est agnostique là-dessus. Il est compatible à la fois avec une première cause qui a tout initié. Genre, à un moment, Dieu, il a fait pouf, puis après tout s'est enchaîné, quoi. Et c'est aussi compatible avec l'idée que finalement, l'univers est infini dans le temps et tout ça est une chaîne infinie qui ne commence nulle part. Donc, c'est agnostique sur cette question-là. C'est compatible avec les deux. Ouais, c'est une question difficile, hein. Oui. Ils sont d'accord avec l'existence de l'humain dans le sens où si on avait, on ne peut pas contrôler le fait qu'on aurait pu faire différemment la chose, Ouais. mais par contre, il y a quand même un si j'avais fait ça, Ouais. ça aurait été différent. Exactement. Sauf que si on suit le destin, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a le destin, bah, il n'y a pas de si j'avais fait ça, vu que c'est écrit que j'allais faire ça. Ah bah, ça reste, c'est une possibilité, comme je disais, c'est une possibilité que vous pouvez mentionner, même si elle n'était pas atteignable. Par exemple, imaginez la phrase suivante. Si on pouvait retourner dans le temps et détruire l'astéroïde qui se dirige vers les dinosaures, on aurait plein de petits dinosaures sympas partout aujourd'hui. Cette phrase, je peux la dire même si c'est complètement impossible pour nous de remonter dans le temps et d'aller arrêter l'astéroïde.
peut-être pas si on rajoute un aspect théorique, on pense. Ouais, il y a un aspect conditionnel. C'est vraiment l'idée qu'il aurait suffi d'une petite déviation pour que ça soit différent, même si vous n'avez pas le pouvoir d'introduire cette déviation. Ok. Non, parce que le destin, c'est un peu le contraire. C'est l'idée que peut-être dans le destin, vous avez le pouvoir d'introduire des déviations dans le sens tenter plein de trucs différents, mais de toute façon, vous allez arriver au même résultat. C'est quasiment l'opposé, si vous voulez. Parce que vous voyez vraiment le truc. Vous pouvez décider d'accepter votre destin, d'essayer de vous enfuir, d'essayer de le confronter, mais vous allez quand même arriver au même truc. Donc, ouais. Même, le destin, c'est même si vous avez la possibilité de faire des. Même si les six sont réels, le résultat sera le même. Parce que, ouais. Attendez, juste derrière d'abord. Oui. Si les épicuriens disent qu'il y a le hasard, Oui. même si l'univers est régi par le hasard, en quoi consiste leur libre arbitre? Alors, trop tôt, trop tôt. Attendez encore quelques slides. C'est-à-dire, pour continuer sur ce que vous venez de Oui. dire, dans ce sens-là, destin est synonyme de fatalisme. Fatalisme, l'idée c'est que la différence c'est que le fatalisme vous dit quoi que vous fassiez, ça fera aucune différence. Ouais, le destin de fatalisme, oui, je l'utilise dans le même sens, oui. Est-ce qu'on est bon là? C'est quand même un peu dur, oui. Ouais, on peut dire ça comme ça, oui. Alors vraiment, les épicuriens, donc c'est eux, c'est non seulement des gens qui pensent que le monde n'est pas déterministe, mais c'est ce qu'on appelle des incompatibilistes. Voilà, premier terme intéressant. Incompatibiliste, ça veut dire quoi? C'est ceux qui pensent que le déterminisme est incompatible avec le fait d'être libre et moralement responsable. Si vous êtes déterminé, vous n'êtes pas libre de vos actions et vous n'êtes pas moralement responsable de vos actions. Je suis sûr qu'il y a quelques personnes ici qui sont déjà un peu dans ce mood-là, hein. Donc c'est cette. Finalement, si tout s'enchaîne mécaniquement, pourquoi je pourrais être dit libre et moralement responsable de mes actions? Oui? Mais on détermine Oui? l'émotion. Ouais. Pour l'être humain, ça veut dire que l'être humain n'aurait qu'un corps, mais il n'aurait pas d'âme. Vous pouvez être non matérialiste et accepter le déterminisme. Par exemple, vous pouvez dire, bah, par exemple, pourquoi vous faites telle action? Parce que vous aviez le désir de le faire. Donc c'est le fait de faire c'est ce désir-là qui cause nécessairement votre action. Vous voyez? Pourquoi vous avez ce désir-là? Peut-être parce que vous avez telle croyance. Pourquoi vous avez telle croyance? Parce que telle chose. Vous pouvez avoir un déterminisme qui est entièrement psychologique, si vous voulez. Vous pouvez séparer l'âme et le corps et quand même être déterministe. Il n'y a pas de problème avec ça. Il suffit juste que vous pensiez que bah, chaque chose que vous faites est nécessairement déterminée par exemple, le fait que vous ayez telle croyance et tel désir. Puis ces désirs et ces croyances, ils s'expliquent par quelque chose avant, votre enfance, votre passé, etc. C'est pas lié spécifiquement. Vous pouvez être déterministe de façon non finie. Mais en général, c'est lié au matérialisme. Et de toute façon, dans le cadre de l'Antiquité, vu que à la fois les épicuriens et les stoïciens pensent que tout est matériel, que tout est corporel, la question ne se pose pas spécifiquement. Il n'y a pas de distinction à faire. Donc, les épicuriens sont incompatibilistes. Ils pensent que si vous êtes déterminé, vous n'êtes pas libre et moralement responsable. Vous n'êtes pas les agents moraux que vous pensez être, quoi. Hein. Euh, alors, quels sont les arguments? Quels sont les arguments des épicuriens? Eh ben, ils sont notoirement mauvais. Je suis désolé, hein. Donc, par exemple, qu'est-ce que c'est un argument des épicuriens? C'est de dire, voilà, alors, lequel je prends? Voilà. Contre l'argument sur lequel notre choix éventuel entre ces possibilités doit avoir comme cause physique soit notre constitution initiale, soit ses influences extérieures. Donc, contre l'idée que tous les choix que nous faisons sont dictés par ce qui précède, comment je suis physiquement, les influences qui se posent sur moi, qui ne cessent d'agir sur nous, nous pouvons invoquer le fait que nous faisons des reproches, nous nous opposons et nous nous corrigeons mutuellement, comme si la responsabilité se trouvait aussi en nous-mêmes et pas seulement dans notre constitution innée et dans la nécessité accidentelle de ce qui nous entoure et nous pénètre. En gros, l'argument des épicuriens, c'est hey, si on n'était pas libre, si le monde était déterminé, on ne serait pas libre. Hein. Si on n'était pas libre, ça servirait à rien de nous faire des compliments ou des reproches. Et on se fait des compliments ou des reproches. Donc le monde n'est pas déterminé. Tout va bien. Voilà. Donc là, ok, je passe. On pourrait dire, bah oui, justement, c'est à peu près ce qui est en question, quoi. Mais alors. Un autre argument, de plus, si tout mouvement est toujours enchaîné, si un nouveau mouvement vient d'un ancien dans un ordre fixé, donc vous voyez, c'est bien vraiment ce truc de déterminisme, et si les atomes, par leur déclinaison, donc la déclinaison, c'est le nom qui donne ce mouvement aléatoire, hein, n'initient aucun mouvement qui brise les décrets du destin, de sorte qu'une cause ne suive pas d'une autre cause à l'infini, tout vient aux animaux à travers le monde cette volonté libre.
D'où vient, dis-je, cette volonté arrachée au destin, par laquelle chacun de nous va où le conduit son plaisir, et par laquelle de même nous infléchissons nos mouvements, non pas à un moment et à un lieu d'espace fixé, mais là où notre esprit lui-même nous amène. Donc l'idée des épicuriens, c'est si on était déterminé, ce serait impossible de choisir où on va, de choisir nos actions. Et là encore, c'est pas complètement clair. Ce que dit le déterminisme, c'est si, si, tu vas choisir. Mais c'était, par contre, ce que tu choisis, ça va être prévu. Ça va être déterminé par ce qui se passe avant. Tu vas faire ce choix-là. Donc le fait qu'on fasse un choix, c'est pas une preuve contre le déterminisme. La question du déterminisme, c'est la question de savoir si on a le choix. Mais par contre, le fait qu'on fasse des choix, c'est complètement. Vous voyez la distinction? Le fait qu'on prenne une décision particulière, bah oui, vous étiez déterminé à prendre cette décision, quoi. Je ne vois pas trop ce que ça prouve. Effectivement, vous avez pris la décision d'aller à gauche plutôt qu'à droite. Voilà. C'est pas c'est pas une preuve pas une preuve très magique que le déterminisme est faux. Alors, un argument très connu de Lucrèce, c'est celui-là. Alors, je suis désolé, je vais devoir le sauter, vous le lirez chez vous, parce qu'il est déjà tard. En gros, littéralement, l'argument que donne Lucrèce, les épicuriens, c'est il y a une différence ressentie de l'intérieur de ce qu'on fait quand on fait les choses librement et quand on les fait quand on est contraint. Par exemple, si je lève le bras librement, si je décide de poignarder quelqu'un librement, je sens que ça vient de moi. J'ai une phénoménologie très particulière. Maintenant, si quelqu'un bouge mon bras à ma place, me colle un couteau dans la main et bouge mon bras pour que je poignarde quelqu'un, je peux faire la différence de l'intérieur. Jusque là, ça va. Je sens de l'intérieur si un mouvement vient de moi ou pas. Vous êtes d'accord? Ok. Euh, alors, l'idée de Lucrèce, c'est de dire, bon, bah, si le déterminisme était vrai, nous n'aurions jamais le sentiment comme ça d'agir librement. Nous devrions sentir de l'intérieur que nos mouvements viennent d'ailleurs et pas de nous-mêmes. Et comme nous avons le sentiment d'agir de nous-mêmes, là, par exemple, quand je lève le bras, c'est bien que la preuve que le déterminisme est faux. Bon, oui, Pourtant, on pourrait très bien dire que quand on poignarde quelqu'un nous-mêmes, oui. on pourrait dire que c'est la personne qui nous tient le bras, Mhm. c'est la personne qui a la disposition de nous pousser à la poignarder. Ouais. C'est un peu comme si la personne guillemets, imitait le bras Mhm. qui nous poussait à la poignarder de cette personne. Et alors, j'arrive pas à voir en quoi c'est un problème pour l'argument. Ben, j'ai pas l'impression que c'est vraiment que ça vient vraiment de la sensation qu'on a, on sent que ça vient de nous, on regarde quelqu'un, elle n'est pas vraiment là parce que c'est la personne qui nous pousse à le faire. C'est la personne qui nous poignarde qui nous pousse à la Ah, c'est poignarder. la personne qu'on poignarde qui nous pousse à le faire. Ah, Ce sera un peu le bras, ce sera un peu le bras qui nous pousse à la poignarder. on pourrait être poussé par le comportement de la personne qu'on poignarde à la poignarder. Alors oui, 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 mais je ne sais pas si ça vous détermine vraiment. Il faut vraiment qu'elle ait été très agaçante, quoi, dans ce cas-là. On pourrait, on pourrait imaginer une personne tellement agaçante que personne résiste à l'envie de la poignarder. Alors effectivement, et dans ce cas-là, même si on a le sentiment de le faire de nous-mêmes, on ne le ferait pas de nous-mêmes. Oui, il y a une remarque ici. Que si on n'a pas l'impression que les choses qu'on fait viennent d'ailleurs. Ouais, on a le sentiment. Alors l'idée, c'est que voilà, quand je bouge mon bras, j'ai le sentiment que ça vient de moi, quoi. Oui, mais je comprends pas le déterminisme. Oui, non, c'est pas un bon argument. J'ai pas dit que c'était un bon argument. Ah, Voilà, non. ah, C'est un peu le problème. Ça reste un argument très faible. Déjà parce que ça joue sur la confusion. Effectivement, on ressent quand on est contraint à faire un mouvement, plutôt que quand on le fait de façon autonome. Mais le déterminisme, c'est pas la même chose que la contrainte. Le déterminisme, ça vous dit que vous étiez forcé de faire ça, dans un sens où c'était nécessaire, étant donné que vous aviez envie de le faire, c'était nécessaire que vous le fassiez. La contrainte, c'est agir contre nos désirs, contre notre intention. Mais le déterminisme ne dit pas que vous agissez contre vos désirs. Il dit que vous agissez précisément parce que vous avez tel désir. Est-ce que vous voyez la différence? Hein. Donc ça, c'est pas un argument non plus massue, hein, pas excellent. Peut-être que vous le trouvez très bon, moi je le trouve très nul. En tout cas, il n'est pas hyper concluant. Vraiment, l'idée, c'est que ce que dit Lucrèce, c'est qu'effectivement, il y a une phénoménologie caractéristique de l'acte qui est contraint, de l'acte qu'on ne fait pas de façon volontaire, si vous voulez. Mais le déterminisme ne dit pas que vos actions ne sont pas volontaires. Elle dit que vous êtes déterminé à avoir envie de la faire et elle sera volontaire, mais c'était nécessaire que vous fassiez cette action. Un autre argument qui est ce coup-là pour l'incompatibilisme dit que nous ne sommes pas moralement responsables quand nous agissons sous la contrainte. Nous sommes tous d'accord que si on prend mon bras pour me forcer à poignarder quelqu'un, on ne va pas me considérer moralement responsable de la mort de la personne. En tout cas, si j'avais pu résister.
Donc, si le déterminisme était vrai, ce serait un cas similaire à celui du cas où on nous force à poignarder la personne. Donc, si le déterminisme est vrai, nous ne serions pas moralement responsables. Et là encore, l'argument, il joue entièrement sur la confusion entre déterminisme et contrainte. Est-ce que vous voyez la distinction? Est-ce que tout le monde voit la distinction entre déterminisme et contrainte? Contrainte, c'est quand on vous fait faire quelque chose que vous n'avez pas envie. Le déterminisme en soi n'est pas nécessairement une contrainte. Si. Le déterminisme dit vous allez faire ça précisément parce que vous en avez envie. Hein. Donc, il n'y a pas de confusion. Il y a une confusion entre les deux. C'est ce que je viens de dire. Hein. Donc, beaucoup de ces arguments qu'on trouve chez Lucrèce, en général, ils sont considérés comme pas top parce qu'ils jouent beaucoup sur la confusion entre être déterminé et être contraint. Oui. C'est réunir déterminisme et libre arbitre. Il y en a plein, oui. Je donne un exemple. Les stoïciens. Bien vu. Mais philosophes anglais du XVIIe sont aussi à fond là-dedans, en général. Philosophes anglais 17e, 18e même. En général, sont tous déterministes et ils disent il n'y a aucun problème. Euh, voilà. Puis même si vous regardez dans la philosophie actuelle, parce qu'il y a des sondages sur les philosophes, savez-vous, la plupart des philosophes considèrent que déterminisme et liberté sont compatibles. Donc, c'est pas un truc anecdotique. Mais Ouais. oui, alors, il a parle de libre arbitre parce que Ah, on n'a pas encore parlé de libre arbitre. est-ce qu'on peut être déterminé et avoir aussi un libre arbitre? Ça dépend de ce que vous appelez libre arbitre. Dans la philosophie contemporaine, libre arbitre, on l'entend comme le type de contrôle qui est nécessaire pour être moralement responsable. Et ça, pas mal de gens pensent que que c'est compatible avec avec le déterminisme. Si maintenant par libre arbitre, vous entendez le sens un peu plus classique qu'on va voir dans 5-10 minutes, qui est la capacité à être incausé, par définition, vous ne pouvez pas le rendre compatible. Voilà, à part si vous êtes Kant, mais ça on verra un peu plus tard. Mais toute l'astuce de Kant, c'est jouer sur deux tableaux, donc il peut résoudre les trucs incompatibles. Voilà, donc ça, c'est les arguments épicuriens. Vous voyez, les épicuriens sont déjà très concernés par cette idée de déterministe, et ils considèrent que le déterminisme est déjà faux, et s'il était vrai, ça ne nous rendrait pas moralement responsables. OK? Alors, à l'opposé, ce qu'on a, c'est les stoïciens. Les stoïciens sont des compatibilistes. Ils considèrent que tout ce qui arrive était prévu parce qu'il y a un plan. Alors en fait, les stoïciens, c'est un mélange de fatalisme et de déterminisme. C'est ça qui est un peu compliqué. Tout est prévu par Dieu, mais il fait en sorte que ça se prévoit parce qu'il a une chaîne causale complètement planifiée. C'est un peu compliqué. Donc, disons qu'ils sont déterministes pour simplifier. Mais par contre, les stoïciens considèrent que, bah, oui, vous êtes déterminé. Non, ça n'est pas un problème. Pourquoi? Parce que la liberté, c'est faire ce que vous voulez. Hein. Et bon, c'est compatible avec le déterminisme. Hein. Vous faites ça à partir du moment où vous faites ce que vous voulez, bah, vous êtes libre. Alors, il y a forcément des raisons pour lesquelles vous voulez cette chose particulière, mais est-ce que c'est vraiment pertinent? Hein. Prenons un exemple. Alors, un exemple célèbre que Cicéron donne dans le traité du destin, c'est la chose suivante, c'est imaginons que j'ai une boule et un carré et un cube sur la table. Si je donne une petite pichenette à la boule, elle roule. Si je donne une petite pichenette au cube, le cube n'avance pas. Et tous ces trucs-là sont déterminés. Mais ce que disent les stoïciens, c'est ça n'empêche pas que c'est en vertu de sa nature propre que la boule avance et en vertu de son cube propre que le cube n'avance pas. Vous allez me dire quel rapport? L'idée, c'est la suivante, c'est imaginer, prenons un exemple très stoïcien, vous êtes un homme politique romain très influent, et là, quelqu'un arrive en vous proposant un pot de vin. Et soit vous acceptez pas. Si vous acceptez pas, c'est parce que vous avez été élevé dans la vertu, vous êtes une bonne personne. Si vous acceptez, c'est parce que vous êtes une personne vicieuse et corrompue. De la même façon que ce qui fait que la boule roule et que le cube ne roule pas, c'est votre nature qui va déterminer comment vous réagissez à la petite impulsion qui est la proposition de pot de vin, si vous voulez. Vous agissez de cette façon parce que c'est comme ça que vous êtes. Soit vous êtes quelqu'un de vertueux et c'était nécessaire que vous rejetiez le pot de vin, soit vous êtes un infâme salaud et c'était nécessaire que vous acceptiez le pot de vin. Mais ce qui compte, c'est que ce qui fait que vous acceptiez, c'est qui vous êtes, quoi. Alors, effectivement, vous êtes de cette façon en vertu de ce qui s'est passé dans le passé. Hein. Peut-être que vous avez rencontré Épictète et voilà, maintenant vous êtes vertueux. Hein. Vous avez la chance de rencontrer Épictète. Peut-être que vous avez été élevé par des hommes politiques corrompus et c'est pour ça que vous êtes comme ça maintenant, au contraire. Et ce que se disent les stoïciens, c'est que oui, bah oui, mais ça, je vois pas quelle est la pertinence de savoir pourquoi sur le moment vous voulez ça.
Ce qui compte, c'est qu'il y a un type, lui, il n'a pas envie d'accepter le pot de vin. L'autre, il a bien envie de l'accepter. Et c'est ça qui compte. Parce que chacun, les deux font ce qu'ils considèrent bon, ce qu'ils jugent bon. Hein. Et le fait de savoir pourquoi ils jugent ça bon, bah, c'est pas pertinent pour les stoïciens. Il y a forcément une chaîne entière qui amène à ça. Mais vu que la liberté, chez les stoïciens, c'est toujours défini comme faire ce que vous voulez, c'est-à-dire faire ce qui vous semble bon, hein, parce que ça dépend du jugement, bah, dans les deux sont libres. Hein. Et donc ça, c'est une forme de compatibilisme. Hein. Oui. Alors si, si, des fois, vous pouvez vous tromper sur ce qui est bon. Mais- oui, bah, c'est dommage pour lui, quoi. C'est plus ça, quoi, la question. Si, c'est grave. C'est grave dans le sens où, du coup, c'est ça qui explique sa vie vicieuse, quoi. Ça va pas. Non. Bah, parce qu'il y a forcément une raison pour laquelle il se trompe sur la question. Oui. Comment? De la chaîne de causalité. Ouais. Ce qui compte, c'est maintenant, pourquoi vous faites cette action? Est-ce que vous le faites parce que vous êtes un homme vertueux qui sait que ce qui est bien dans la vie, c'est de rejeter les pots de vin? Ou est-ce que vous le faites parce que vous êtes quelqu'un qui se trompe sur ce qui est le vrai bien et qui du coup est vicieux parce qu'il préfère les biens matériels, quoi. Ouais. Alors, ça dépend. On peut revenir au Gorgias, c'est être plus libre dans le sens où vous faites plus ce que vous voulez. En fait, dans le Gorgias, il y a cette distinction entre. Il y a être libre dans le sens faire ce qui sur le moment nous semble meilleur. Hein. Et puis être libre, c'est faire vraiment ce qu'on veut. Alors, dans ce sens du Gorgias de Platon, forcément, l'homme vertueux est plus libre dans le sens où lui, il cherche le bien comme tous les hommes, mais lui, c'est ce que c'est. Puis l'homme vicieux se trompe. Mais ça n'empêche pas que l'homme vicieux est libre dans le sens où il fait ce qu'il juge bon sur le moment. Voilà. Il fait ce qu'il désire. Voilà. Donc il est moins libre dans un certain sens, mais le sens là qui est celui pertinent, il est également libre, il fait ce qu'il veut. Euh, voilà. Il y a des causes qui vont déterminer à faire telle ou telle action. Ah non, il n'y a vraiment pas cette question trop chez les stoïciens. Il y a cette idée d'être reconnaissant envers les gens qui vous ont aidé, mais il n'y a pas trop d'introspection sur la chaîne causale. C'est pas quelque chose qui les perturbe plus que ça. Ouais. Il y a l'idée qu'il faut être reconnaissant envers ceux qui vous ont aidé à arriver là. On trouve ça pas mal dans les écrits de Marc Aurèle. Mais la réflexion sur la chaîne causale n'est pas forcément au cœur de la philosophie stoïcienne du tout. Ok. Ah oui, oui, hein, c'est vraiment un état d'esprit assez différent de celui que vous pouvez avoir. C'est vraiment, on s'en tape. Hein, ce qui compte, c'est qu'est-ce que maintenant, quel type de personne vous êtes maintenant, quels sont vos désirs maintenant. Le fait que de savoir si c'est la faute à vos gènes ou la faute à papa, maman, c'est pas vraiment quelque chose d'intéressant pour les stoïciens, quoi. Ce qui compte, c'est que, par exemple, imaginez que vous soyez un immonde politicien corrompu. Vous pouvez expliquer, oui, c'est parce que j'ai été éduqué comme ça. Et puis les stoïciens se dire, oui, mais ça n'empêche pas que tu es quand même un immonde politicien corrompu, quoi. Enfin, je veux dire, qui tu es, ça ne change. La chaîne causale ne change absolument rien à qui vous êtes ici et maintenant. C'est juste, ça expliquerait qui vous êtes ici et maintenant, mais ça n'empêche pas que ici et maintenant, vous êtes tel type de personne. Il n'y a pas cette idée que vous pouvez vous cacher derrière le destin, quoi. Oui, alors c'est très contre-intuitif pour certaines personnes, oui. Mais du coup, il serait considéré responsable. Oui, bien sûr. D'accord. Bah oui. Bah oui, il l'a fait de son plein gré. Je veux dire, le type qui accepte le pot de vin, il n'y a personne qui le force, au sens personne qui le contraint. Il n'a pas un pistolet sur la tempe, il le fait parce qu'il a envie d'accepter le pot de vin. Et c'est tout ce qui compte. Mais s'il a des, je sais pas, violé Candelaire, il le fait parce qu'il est tordu dans la tête à cause de ça. Bah, raison de plus pour le foutre en prison, quoi. Je sais pas. Comme ça, il sera moins dangereux. Enfin, je veux dire. Non, mais je défends le point de vue un peu comme ça. Hein. Mais en vrai, oui. Et du coup, la question, ce serait. Vraiment, la question, ce serait et alors? Et alors? Ouais. Oui. On arrive là pour justement changer, ça se peut pas. Alors, il y a des réflexions comme ça, mais c'est plus du côté de l'éducation. Hein. C'est pas les réflexions sur la liberté. En gros, ça va plus considérer comment on s'assure que les gens deviennent plutôt vertueux ou quelque chose comme ça. Mais par contre, ça sera jamais considéré comme une excuse chez les stoïciens. Le fait de savoir, pour juger si quelqu'un est libre et moralement responsable, savoir pourquoi il est comme ça, c'est pas quelque chose qui est. Ah ouais, c'est une autre culture. C'est ça qui est intéressant, oui. Alors, pour ce qui est régulièrement Hmm. on se ça fait dur. Bah, pas pour les stoïciens.
Non, non, bah non. En plus, ce serait joué sur la pitié, c'est terrible. Comment vous l'êtes influencé par vos émotions? Quelle horreur. Déjà, en plus, c'est un truc qu'on retrouve souvent dans la philosophie, un peu ce dégoût des procès, de tenter de tirer la pitié. Soyons rationnels, le type, il avait techniquement la possibilité de pas le. En gros, pour les stoïciens, l'idée, c'est que la question, c'est est-ce que si vous étiez une personne vertueuse, vous l'auriez refusé? Si la réponse est oui, ça veut dire que la source du problème, c'est vous. Bah oui. Hein. Parce que si une autre personne aurait refusé, une personne bonne aurait refusé dans le même contexte et que vous acceptez, ce qui fait que vous acceptez, c'est que vous n'êtes pas une bonne personne. Donc c'est vous le problème, quoi. Tout le reste est pas pertinent. Si on doit dire que si on est une mauvaise personne, on est condamné ce qui est mal. Alors condamné, non. Peut-être que vous allez croiser, peut-être qu'à votre sortie de prison, là, après les 5 ans que vous aurez fait pour acceptation de pot de vin, vous allez, d'une promenade, tomber sur une conférence en plein air d'Épictète. Et là, la révélation, et vous allez changer votre vie. En tout cas, de notre choix, par instant, si on opère un choix et qu'à ce moment-là, notre choix, Mhm. on Oui, oui, votre choix est déterminé par qui vous êtes. Chez les stoïciens, c'est assez clair. Vous faites ce choix parce que vous êtes ce type de personne. ça pouvait être une Non. Parce que vraiment, il faut voir du point de vue des stoïciens. Votre excuse, c'est, non mais écoutez-moi, j'ai fait ça parce que je suis une affreuse personne. Est-ce que c'est vraiment une excuse, quoi? Non mais votre honneur, je suis un gros connard. Bah, c'est vraiment comme ça que ça sonne pour un stoïcien, si vous voulez, quoi. Je suis un homme profondément vicieux. Alors là, qu'est-ce que vous voulez faire à part augmenter la peine, quoi? Oui. S'il y a quelqu'un qui est un connard, il y a les causes, si on amène le terminisme, qui ont fait qu'il était un Oui, connard, et exactement, forcément, oui. finalement, après là, on prend plusieurs la philosophie politique, mais la façon de traiter pénalement Ah, quelqu'un qui est un connard et quelqu'un qui est gentil, ce ne sera pas la même. C'est ça qu'il faut dire. Mais il y aura une question est-ce qu'on peut punir simplement ou est-ce qu'on essaye de le changer avec juste alors ce serait intéressant d'aller par là, mais il y a un petit problème chez les stoïciens. C'est que la seule récompense possible, c'est la vertu. Et la seule vraie punition, c'est le vice, je vous rappelle, chez les stoïciens. Donc, du coup, ça limite un peu les réflexions sur comment punir quelqu'un, quoi. Vu que le vrai mal, c'est le vice. Le vice, c'est sa propre punition, en fait, chez les stoïciens. Alors, je suis désolé, je dois avancer. Donc, vraiment, il y a la question de la liberté de la responsabilité morale. Vous avez des gens qui disent, il n'y a pas de problème, la question du déterminisme ne se pose pas, parce que ils sont compatibilistes. Ils pensent que le déterminisme est tout à fait compatible avec le déterminisme. On a vu les stoïciens. Je vous ai parlé de Hume. Hume, c'est un compatibiliste. Pourquoi il dit, en fait, quand on condamne une action, on la condamne parce qu'elle reflète le caractère de la personne. C'est pour ça qu'on va moins condamner, par exemple, les actes impulsifs et plus condamner les actes à froid, plus condamner quand le crime est répété que quand il est juste une fois. Parce qu'en fait, on condamne un crime, selon Hume, parce qu'il reflète la personnalité profonde de la personne. Et ça, dans le déterminisme, pour Hume, il n'y a pas de problème. Justement, il y a plus de chances dans le déterminisme pour qu'un acte reflète la personnalité de la personne que dans un monde indéterministe, où ça pourrait être juste un truc au hasard. Donc non seulement pour Hume, alors je suis désolé, je ne peux pas développer, Hume défend cette position qui est fantastique, c'est un des seuls à la défendre, qui est que non, non, il n'y a pas de problème. Le déterminisme est compatible avec la responsabilité morale. Il est même une condition nécessaire de la responsabilité morale. Donc là, si vous voulez creuser, vous avez vraiment le type qui défend l'idée que si le monde était indéterministe, on serait vachement moins moralement responsable. Mais parce qu'il est déterministe, on est responsable de nos actions. Donc là, Alors après, vous avez les gens qui pensent que la responsabilité morale est incompatible avec le déterminisme. C'est-à-dire que si on est déterministe, si le déterminisme est vrai, alors on n'est pas moralement responsable. Et là, vous avez deux embranchements. Vous avez les gens qui disent, ah oui, la liberté morale est incompatible avec le déterminisme, mais tout bad, le déterminisme est vrai, du coup on n'est pas moralement responsable de nos actions. Alors ça, on n'en trouve pas trop dans l'Antiquité. Il faut aller chercher plutôt des philosophes modernes comme Spinoza ou Nietzsche. Ou alors vous avez les gens qui vont dire justement, c'est ce qu'on appelle le déterminisme dur, quoi. Ça, c'est vraiment c'est le déterminisme qui limite la responsabilité morale. Et vous avez les actions morales, ceux qui pensent que les actions humaines, que la responsabilité morale est incompatible avec le déterminisme, mais qu'on est moralement responsable parce que le monde n'est pas déterministe. Il y a un peu de hasard. Oui. même chez les déterministes durs,
Par exemple, chez Spinoza, il y a quand même cette idée qu'on doit faire l'effort, user de la raison afin de comprendre les causes. Non, mais en fait, ça c'est bon. J'ai pas trop le temps de rentrer là-dedans. Ça, c'est un contresens assez souvent chez Spinoza. Il dit effectivement, on peut être libre en connaissant les causes de nos actions, mais il le dit lui-même, c'est pas libre au sens classique de ce qu'on a appelé liberté avant. Hein. C'est pas une, il donne un nouveau, il dit voilà, c'est le type de liberté qu'on peut avoir, c'est ça. Mais chez Spinoza, il y a le rejet de la liberté au sens classique qui nous rend moralement responsables de nos actions. Il n'y a pas de responsabilité morale. Spinoza développe ça en disant qu'il faut punir les gens parce que ça les détermine à être plus ou moins gentils. Mais il y a tout un rejet de cette idée de liberté au sens classique. Ceux qui sont là, c'est ceux qui disent que ce qu'on entend ordinairement par liberté existe et est responsable et compatible avec le déterminisme. C'est l'idée qu'il n'y a pas besoin de faire de changement. C'est vraiment notre notion normale de responsabilité morale, c'est ce qu'on a dans la vie de tous les jours. Elle est compatible avec le déterminisme. Ceux qui sont là, en général, ceux qui vont dire notre notion ordinaire de liberté et de responsabilité morale, elles sont incompatibles avec le déterminisme. On peut la remplacer par d'autres conceptions. Donc, quand Spinoza définit la liberté, il ne considère pas que c'est une définition de ce qu'on entend classiquement par liberté. Hein, il dit voilà, c'est la définition classique. Ce qu'on entend classiquement par liberté, ça n'existe pas. Mais il y a une forme de liberté qu'on peut définir de cette façon-là, qui est une autre forme de liberté. Est-ce que ça fait sens un petit peu? Ouais. C'est pareil chez Nietzsche, hein, vous trouvez des idées, vous trouvez des trucs qui cohabitent sur le fait que le grand homme est libre, et en même temps toute une attaque sur le fait que la responsabilité n'existe pas, parce que le monde est déterministe, etc. C'est parce qu'en fait, donne un nouveau sens de liberté, tout en acceptant que la liberté au sens classique n'existe pas. C'est pour ça que c'est des fois un peu plus. Donc là, on va s'intéresser à cette branche-là, ceux qui pensent que non seulement, effectivement, si on était déterminé, on ne serait pas libre, mais tout va bien parce que l'homme échappe au déterminisme. Les décisions humaines échappent au déterminisme. Tout va bien. On peut échapper au déterminisme. Donc c'est ce qu'on a vu chez les épicuriens, cette idée que des fois, il y a du hasard dans la nature. Donc peut-être que finalement, même si j'ai très envie de faire ça, il y a une petite chance que je fasse complètement le contraire, parce qu'il y a un peu d'aléatoire dans la nature. Je ne suis pas déterminé. OK? Alors, la question. Alors ça, je vais sauter puisqu'on va passer. Hop. euh, alors, un problème quand même avec cette position, le problème classique, c'est de se dire, euh, je ne vois pas trop comment rajouter du hasard, ça va me rendre plus libre. Parce que c'est bien mignon de dire ça, mais je ne vois pas en quoi rajouter un peu de hasard dans la nature, me dire que finalement, je ne suis pas déterminé à faire ça, mais il y a un peu de hasard qui fait que j'ai une chance de faire autrement. Pourquoi ça me rendrait plus libre? Un des arguments, c'est de dire, bah, pour être libre, il faut avoir du contrôle sur nos actions. Hein. La liberté, c'est un contrôle qu'on exerce sur nos actions. On est moralement responsable parce qu'on contrôle nos actions. Et le hasard, c'est littéralement le contraire du contrôle. Quelque chose qui est aléatoire, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Si on le contrôle, c'est plus aléatoire, vous voyez bien. Donc, si on rajoute du hasard, bah du coup, on n'est plus vraiment on est en contrôle de nos actions. Donc, on n'est pas vraiment libre. Hein. L'idée, c'est que rajouter du hasard, ce n'est pas la formule magique qui vous rend tout possible. Par exemple, on peut prendre exemple, imaginons une expérience de pensée philosophique classique. J'implante, je suis très très doué, j'implante dans vos cerveaux une machine qui me permet de contrôler vos actions de façon déterministe. Si j'appuie sur tel bouton, vous faites telle action. Voilà. Parce que là, vous êtes libre si je fais ça. Non, on est plutôt d'accord que non, hein, ça va. Maintenant, imaginons qu'en fait, je suis un peu joueur et je vous implante un appareil dans la tête qui fait que maintenant, quand j'appuie sur un bouton, il y a un truc quantique qui se passe et vous avez une chance sur deux de faire telle action ou telle autre. Est-ce que soudainement, vous êtes beaucoup plus libre? C'est un hasard. Mais est-ce que ça vous rend libre? Bah voilà, c'est tout le problème, hein, c'est de se dire, bon bah, c'est bien mignon de dire, non, mais en fait, si le déterminisme était vrai, on serait pas libre. Donc, le déterminisme n'est pas vrai, mais qu'est-ce que vous remplacez le déterminisme par quoi? Si vous le remplacez juste comme les épicuriens par, bah, c'est un peu la même truc, sauf qu'on a mis un peu de hasard ici et là, bah, l'objection qu'on peut vous faire, c'est, je comprends pas très bien comment ça vous rend plus libre. Donc techniquement, si vous considériez que le déterminisme était incompatible avec la responsabilité morale, vu qu'ajouter un peu de hasard, ça fait rien, vous ne devriez pas être plus libre maintenant qu'on a rajouté du hasard. C'est ça l'argument. Est-ce que vous comprenez? C'est l'idée que c'est bien de rejeter le déterminisme, mais si vous le remplacez juste par du hasard, ben on voit pas trop où la liberté apparaît, hein, magiquement. Donc ça, c'est le problème. Du coup, en général, les gens qui défendent cette position-là, l'idée que l'être humain est libre parce qu'il échappe au déterminisme, le problème auquel ils font face, c'est ça. Il faut qu'ils trouvent quelque chose qui est ni le déterminisme, ni le hasard.
Un secret troisième ingrédient. OK? Alors, à quoi peut ressembler ce secret troisième ingrédient? Eh ben, à quelque chose qui n'existe pas dans la philosophie antique, et qui va être développé très rapidement à la frontière entre philosophie antique et philosophie médiévale, c'est l'idée classique de libre arbitre. Le libre arbitre classique, c'est quelque chose qui est ni le déterminisme, ni non plus le hasard. Voilà. Est-ce que vous comprenez l'enjeu? Et cette notion de libre arbitre, on ne la trouve vraiment pas dans la philosophie antique. C'est une invention qu'on peut dater par la publication du traité du libre arbitre de Saint Augustin. Donc, Saint Augustin, c'est lui qui invente l'expression liberum arbitrium, et c'est lui qui définit vraiment le concept pour la première fois. Alors, qui est Saint Augustin? Saint Augustin, il se place à la limite entre philosophie antique et philosophie médiévale. Donc, on est un peu dans un âge de déclin de la philosophie, si vous voulez. Pourquoi de déclin? Bah parce qu'il s'est passé un truc assez marrant, c'est que la philosophie, le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire romain, c'est-à-dire du monde civilisé, du point de vue de cette culture-là. Et le problème du christianisme, c'est qu'il n'aime pas spécialement les philosophes. Pourquoi? Bah, rappelez-vous tout ce qu'on a vu. Qu'est-ce que pensent la plupart des philosophes antiques? Que le monde est matériel, à part Platon, tout le reste, tout le monde est d'accord là-dessus, quoi. Qu'il n'y a pas de vie après la mort, à part Platon. Là encore, c'est à peu près clair. Que le bonheur est ici et maintenant et pas dans l'après-vie, sauf encore une fois à part Platon. Vous voyez un petit pattern qui commence à s'afficher. Et donc finalement, ben, ça commence à être un peu tendu entre les écoles philosophiques et le christianisme qui devient une religion naissante. Le christianisme va peu à peu interdire les écoles philosophiques, à part une seule école qui est, merci, le platonisme. Bien, vous avez suivi l'idée, enfin, plutôt le néoplatonisme, mais en gros, l'idée c'est que des écoles philosophiques qui vont survivre le plus longtemps, c'est celles qui sont inspirées de la philosophie de Platon, pour des raisons que vous commencez à comprendre. Mais donc, la philosophie s'éteint petit à petit. Il y a même des événements marquants. L'événement le plus marquant, on en reparlera un peu plus tard, c'est la mort de Hypatie, tuée par une foule de chrétiens à Alexandrie, justement parce que ses enseignements semblent aller contre la culture romaine. Et c'est donc dans cette frontière entre philosophie et christianisme que Saint Augustin va faire son œuvre. Saint Augustin, c'est un personnage très important, car c'est ce qu'on appelle un des pères de l'Église. C'est par dire un des ceux qui ont fixé vraiment les piliers du dogme catholique, de l'Église romaine. Alors, il arrive assez tardivement. Vous voyez, on est déjà au IIIe siècle après Jésus-Christ. Et ce qui est intéressant, c'est que en lisant Saint Augustin, on voit à quel point les chrétiens étaient toujours pas au clair sur plein de questions importantes. Par exemple, si vous lisez les Confessions de Saint Augustin, par exemple, il y a des passages où ils se disent d'où viennent les âmes? Est-ce que c'est un cycle de réincarnation? Par exemple, est-ce que finalement toutes les âmes ne sont que des réincarnations d'âmes passées? Vous allez me dire, c'est quand même pas super catholique comme croyance, mais à l'époque, c'était toujours sur le radar. Il y a plein de trucs sur lesquels la Bible ne dit rien. Donc, les gens étaient un peu en train de construire le dogme de l'Église catholique. Donc, Augustin, il est né dans le nord de l'Afrique, je crois que c'est l'Algérie actuelle. C'est quelqu'un dont c'est quelqu'un dont la mère est chrétienne, mais lui-même n'est pas chrétienne parce que son père n'est pas chrétien non plus. C'est juste le christianisme, c'est un truc qui traîne à l'époque. Son père a économisé assez pour l'envoyer faire des études. Il envoie à Carthage, et là, comme il fait des comme il apprend la rhétorique et les langues grecques et latines, il découvre un texte de Cicéron qui l'amène à s'intéresser à la philosophie. Donc en fait, vraiment, Saint-Augustin, il faut voir, c'est un type qui goûte un peu à tout. Il tente plein d'écoles philosophiques, il s'intéresse un peu à tout. Il goûte un peu au néoplatonisme. Il se convertit pendant un petit moment au manichéisme. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est le manichéisme? Ouais, exactement. Ouais, c'est exactement. Le manichéisme, c'est magnifique, je vous conseille de regarder. Alors là, on est dans une période les gens se cherchent spirituellement dans l'Empire romain. Donc il y a plein d'offres sur le marché. Et le manichéisme, c'est beau. C'est littéralement les gens qui ont décidé de faire un mélange de tout ce qui existait. Philosophie antique, christianisme, spiritualité orientale, bouddhisme, truc égyptien louche. Enfin, vraiment, c'est le truc qui mélange tout. Et c'est une religion qui a pas mal de succès à l'époque. Et en général, quand on dit que quelque chose est manichéen aujourd'hui, c'est pour dire que c'est un peu genre, il y a le bien, il y a le mal. C'est parce que dans le manichéisme, il y a littéralement le bien et le mal. Le principe du manichéisme, c'est de dire que
le monde est en fait le terrain d'affrontement entre deux forces, les forces du bien, avec le dieu du bien, et les forces du mal, avec le dieu du mal, qui s'affrontent à force égale, si vous voulez. Et un jour, il y aura une grande bataille dans laquelle le bien triomphera, etc. Donc, on est sur quelque chose d'assez différent du christianisme. Finalement, Augustin va se convertir au christianisme et il va devenir un des plus grands penseurs de l'Église catholique. Et justement, bah, il y a un problème important dans le christianisme, c'est qu'est-ce qui explique la présence du mal sur Terre? Parce que si vous êtes manichéen, c'est super facile. Vous dites il y a du mal parce que le dieu du bien n'a pas triomphé. Il est en train de lutter à armes égales avec le dieu du mal, quoi. Mais dans le christianisme, vraiment, l'idée c'est que Dieu, il est par définition tout puissant. Il n'a pas besoin de votre aide pour triompher du mal. Hein. Donc, en gros, si vous êtes chrétien et que vous dites je fais ça pour faire triompher le bien, vous n'avez pas bien compris ce qui se passe. Hein, je veux dire, par exemple, on peut avoir cette représentation quand on est petit, un peu simple, où dans le christianisme, il y a Dieu d'un côté qui lutte contre le diable, mais il n'y a pas, en fait. Dieu, il fait ça, et tout le mal, les diables, les démons, tout disparaît. Le Dieu chrétien, il est absolument tout puissant. Il n'y a pas de commune mesure entre lui et quelques principes du mal que ce soit. Je veux dire, il a juste à décider et il balaye tout. Et là, ça pose un petit problème. C'est ce qu'on appelle le problème du mal. C'est que, comment ça se fait que le mal existe étant donné que Dieu est littéralement tout-puissant et qu'a priori, il est gentil et bon? Comment ça se fait qu'il tolère le mal qu'il explique? Comment ça se fait qu'il tolère l'existence du mal? Alors, je suis désolé, je vais un peu vite parce que c'est tard. Alors, bon, Augustin commence par distinguer deux sens du mal, le mal moral et la souffrance. Le fait de faire une mauvaise action et le fait de souffrir. C'est pas exactement la même chose. Vous pouvez souffrir même si personne n'a fait commis une mauvaise action. Par exemple, si vous avez une carie de main, vous souffrez, mais c'est pas parce que quelqu'un fait quelque chose de mal. Ok. Alors là, Saint Augustin, si vous avez lu le texte, il a une petite. Ils disent non, mais ça, c'est facile. Nous vivons dans un monde régi par la providence et le plan de Dieu. Donc si vous êtes en train de souffrir, c'est parce que vous l'avez mérité. Et la souffrance méritée, bah, c'est bien. Hein. Par exemple, quand vous punissez un coupable, vous dites pas oh là là, il est triste, il souffre, comment ça se fait? C'est ouais, il a souffert, ça c'est bien. Et en gros, l'idée de Saint Augustin, c'est d'étendre ça au monde entier. Vous souffrez, vous l'avez mérité. Alors vous allez me dire, oui, mais les petits-enfants, ils souffrent aussi. Mais si vous lisez Saint-Augustin des Confessions, il y a l'idée que dès votre naissance, vous êtes corrompu et vous méritez la punition. Je ne déconne pas. Hein. Il y a il y a deux, trois pages de Saint-Augustin qui essayent d'argumenter dans la Confession à quel point les enfants, c'est pas mignon. Les enfants, c'est vraiment des créatures du diable. Il dit, regardez le petit enfant, comment il se jette sur le sein de sa mère pour boire le lait en plantant ses dents ou sa gencive et en faisant souffrir sa mère, juste parce que lui, il a envie de bouffer, sans faire attention à sa mère. C'est bien la preuve que, dès 3 jours après la naissance, hein, la concupiscence est là, le mal est au cœur de tout le monde. C'est vraiment la thèse de Saint-Augustin, j'exagère pas. Donc, Saint-Augustin dit, bon, la souffrance, c'est pas un problème. Dieu peut être bon et la souffrance peut être existée parce que vous méritez la souffrance. Voilà, ça c'est clair, ça c'est réglé, ça c'est bien. Il reste juste le problème du mal moral. Certaines personnes font des actions moralement mauvaises, font des actions moralement vicieuses, et ça, est-ce que c'est pas un problème? Parce que, bon, c'est les individus qui font le mal moral, mais a priori, les individus, ils ont été créés par Dieu. Donc, la source du mal, ce serait quand même un peu Dieu, quoi. Parce que Dieu, il est quand même aussi Dieu, il sait aussi tout ce qui va se passer à l'avance. Donc, il savait, en vous créant, que vous alliez faire du mal. Hein. Il y a une chaîne causale entre vous et Dieu. Dieu vous a créé comme ça, et hop, à cet endroit, et hop, vous avez fait du mal. Il y a une chaîne causale qui relie Dieu au mal que vous faites. Donc, est-ce que Dieu n'est pas responsable du mal moral, hein, des actions mauvaises qui sont commises? Donc ça, ça, vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est un des arguments les plus fameux contre l'existence du Dieu chrétien, c'est ce qu'on appelle le problème du mal. Comment ça se fait? Comment Dieu peut-il exister dans la définition d'être tout-puissant et bon, sachant tout ce qui se passe sur Terre? Ça paraît un peu difficile. Alors, je vais un peu vite. Donc, le problème de Saint-Augustin dans ce texte, c'est de dire non, mais en fait, il n'y a pas de chaîne causale ininterrompue entre vous et vos actions. Oui, pense, le mal, on va dire, le deuxième sens. parce qu'en fait, en gros, il dit c'est un mal qui est en fait un bien, Oui, parce qu'on le mérite, parce qu'on est tous des pécheurs, parce voilà. que Ève, c'est là où il y avait un milieu.
C'est là où il introduit Il introduit quoi? le- Pas encore. Ça, c'est vraiment tout début du texte. Mais on peut dire que ça pose le même problème, parce que si vous l'avez mérité, c'est que vous avez fait quelque chose de mal, ou en tout cas que vos ancêtres ont fait quelque chose de mal. Donc, ça rejoint quand même, on peut quand même rejoindre, on peut rattacher ça au même problème. C'est que si on mérite, c'est qu'on a fait quelque chose de mal, mais si on a fait quelque chose de mal, c'est peut-être la faute de Dieu, c'est lui qui nous a créés comme ça. Hein. Oui. Non. Alors, du coup, c'est là que Saint Augustin va introduire un concept qui n'existe pas dans la philosophie antique, c'est l'idée qu'il y a une volonté et un libre arbitre. Alors, ça veut me dire, on trouve le mot voluntas dans l'Antiquité, il n'y a pas de problème. Mais l'idée de Saint-Augustin, c'est que c'est pas les désirs qui causent immédiatement nos actions. C'est pas parce que je trouve ça bon ou que j'aime ça que je vais faire ça. Entre le désir et l'action, il y a une porte, si vous voulez, qui est la volonté. La volonté, c'est pas la même chose que les désirs, c'est une faculté de l'esprit qui me permet de décider si je vais agir sur ce désir ou pas. OK? Donc si je prends la décision de... On peut pas dire oui, j'ai... Alors, pour reprendre l'exemple qui était tout à l'heure, on pourrait pas dire oui, j'ai poignardé ce type, mais franchement, il était super gonflant. Alors, dans la philosophie antique, on pourrait dire effectivement, tu as eu le désir de poignarder ce type parce qu'il était vraiment gonflant et c'est ça qui a causé ton action. Il y a une chaîne causale directe entre les deux. Mais Saint-Augustin dit non, tu as eu le désir de poignarder cette personne, mais ta volonté te permettait de te dire bon, je vais peut-être pas agir sur ce désir, même si j'en ai très envie, je peux aller à l'encontre de mes désirs. Il y a un truc qui doit faire le joint entre les désirs et l'action, et c'est la volonté, si vous voulez. Vous voyez vraiment, quand vous trouvez voluntas dans les textes latins classiques des philosophes, en fait, les voluntas, c'est la même chose que les désirs, en fait. Ce n'est pas une faculté à part. Là, chez Saint Augustin, vraiment, il y a l'idée qu'il y a les désirs et il y a la volonté. C'est vraiment quelque chose qui est... C'est vraiment deux choses différentes. Les désirs nous poussent dans une direction, mais la volonté peut nous permettre de résister à ces désirs, en fait. Et cette volonté, selon Saint Augustin, elle est douée de quelque chose, elle est douée d'un libre arbitre. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est douée d'un libre arbitre? C'est-à-dire que c'est elle-même qui choisit, c'est la volonté elle-même qui se meut. Elle n'est pas, c'est pas les désirs qui la poussent à prendre cette décision. Elle peut aller contre les désirs. Même si j'ai très envie de faire ça, ma volonté peut aller dans le sens inverse. Est-ce que vous voyez? Alors, on peut dire oui, mais c'est Dieu qui a fait don aux hommes de la volonté. Donc, si la volonté c'est une source de mal, c'est quand même Dieu qui est responsable. Oui. Ok, si on a un désir et on décide de faire quelque chose qui est opposé à ce désir, est-ce qu'on ne peut pas quand même dire qu'il y a un désir encore plus fort qui nous pousse à choisir cette autre chose? Alors, ça, c'est la version classique. Mais ce que dit Saint Augustin, c'est non, c'est la volonté qui se meut d'elle-même. Je vais y revenir. C'est en gros l'idée, c'est qu'on a un truc en nous qui agit sans avoir besoin que ça s'explique par quelque chose avant. Elle est un peu auto-déterminante. Très mystérieux, j'accorde. Mais en gros, l'idée, c'est que même si j'ai aucun désir qui me pousse à faire ça, je peux, par ma volonté, décider de faire ça. Oui. Et je ne suis pas maître de ma propre volonté. Si, ma volonté, c'est moi-même. C'est mystérieux. Je ne peux même pas le définir de savoir si C'est l'usage de votre volonté. Oui. Selon saint Augustin, oui, c'est ça. Et ça, c'est quelque chose qui, en fait, va un peu contre la psychologie humaine telle qu'elle est définie dans l'Antiquité, où c'est toujours le désir qui fait que vous allez, au moins un désir qui fait que vous allez agir de cette façon. Là, on a un principe complètement différent. Donc, mais est-ce que Dieu n'est pas responsable? Parce que si les hommes font du mal en utilisant leur volonté, c'est parce qu'il leur a donné la volonté. Et là, Saint Augustin dit non. La volonté, c'est ce qui permet à l'homme de se tourner volontairement vers le bien, c'est-à-dire vers Dieu. Donc en fait, c'est le plus beau cadeau qui soit. Donc c'était normal de la part de Dieu de nous le donner, de pouvoir vivre cette vie d'amour envers Dieu, qui ne serait pas une vie d'amour si on était déterminé entièrement à l'aimer dès le début. C'est une vie d'amour libre. Mais bien sûr, les humains étant ce qu'ils font, bah, ils font parfois un mauvais usage de leur volonté. Ils le font usage de cette volonté pour se tourner vers le péché. Oui? Non, vous feriez peut-être le bien, mais ce serait pas, en gros, c'est un peu comme un robot. On ne pourrait pas vous féliciter pour le faire, si vous voulez. Ou comme un animal. Si un animal fait quelque chose de bien ou de mal, on ne peut pas le louer ou le blâmer moralement, parce que c'est un peu ses instincts, vous voyez. Donc en fait, ce ne serait pas un vrai bien de votre part, ce serait juste l'effet de votre constitution. Tandis que là, ça devient un vrai acte libre qui vient de vous et qui n'est pas contraint par quelque chose d'extérieur. Donc là, vous choisissez vraiment. Votre choix de Dieu est véritablement le vôtre. C'est un vrai choix. C'est un vrai amour. L'amour ne doit pas être forcé. Dieu veut que vous l'aimiez, mais il ne veut pas vous forcer à l'aimer. Voilà. Il vous a donné le pouvoir de décider librement. C'est littéralement ça, oui.
Bah, l'idée, c'est que c'est ce que je viens de dire, c'est que sans la liberté, nous ne pourrions pas nous tourner de nous-mêmes vers Dieu et aimer Dieu comme il faut. Et Dieu, c'est le bonheur, quoi. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Eh oui. Oui. Oui, mais il y a une contradiction parce que vous dites que vous pouvez, par votre volonté, décider que vous voulez aller vers Dieu, mais Ouais, vouloir ça, c'est un désir, clairement. non, c'est vous qui décidez par votre volonté que vous voulez ça. Mais un peu, C'est pas c'est un désir. différent, quelque chose et un désir. Parce que dans la psychologie de Saint-Augustin, c'est vraiment, alors je sais, hein, c'est un peu curieux, les désirs, c'est un peu les appétits que vous ressentez qui viennent du corps ou de la raison. Et la volonté, c'est vraiment cet acte de vous-même, c'est la décision. Hein, vous pouvez décider que vous voulez ça. C'est quelque chose qui vient entièrement de vous-même. Il y a sa distinction entre la volonté et les désirs. Je pense qu'elle est assez naturelle dans le langage actuel encore aujourd'hui, cette idée que vous pouvez résister à votre désir par votre seule volonté. J'ai pas dit que ça faisait sens. Ouais. Donc je dois continuer, il reste plus que 5 minutes. Mais voilà. Donc l'interlocuteur de Saint-Augustin dit oui, bon, ok, c'est l'homme qui choisit par sa volonté de faire le mal, mais Dieu nous l'a donné par faire le bien, donc il peut pas être blâmé de nous avoir donné la volonté, parce que c'est pas quelque chose qui est tourné naturellement vers le mal, c'est quelque chose qui est fait pour être tourné vers le bien, mais que l'homme retourne vers le mal. Mais le fait que l'homme choisisse d'utiliser mal sa volonté, ça doit quand même être dû à quelque chose. Est-ce que c'est pas Dieu qui choisit que l'homme fasse mauvais usage de sa volonté ou pas? Et là arrive la réponse de Saint Augustin. La seule chose qui détermine la volonté, c'est la volonté elle-même. Alors il a une sorte de comparaison, je ne sais pas si c'est dans ça ou dans de la Trinité, où il dit, bah, c'est comme la raison peut se connaître elle-même, ok? La raison est un objet qui peut se prendre lui-même est une faculté qui peut se prendre elle-même pour objet. La raison peut se connaître elle-même. La volonté peut se vouloir elle-même. Il faut vraiment voir ça un peu comme une sorte de moteur indépendant au sein de l'âme humaine qui n'a pas besoin d'impulsion de l'extérieur et qui s'auto-alimente, si vous voulez, hein. Donc, qu'est-ce qui détermine la volonté? Rien d'autre qu'elle-même. Donc, vraiment, l'idée, c'est qu'il n'y a pas de chaîne causale. La chaîne causale commence dans la volonté elle-même. Que la volonté elle-même n'est pas déterminée par quoi que ce soit qui précède. Alors, je sais, c'est pas évident, mais c'est vraiment l'idée de Saint-Augustin. Il y a quelque chose de spécial chez l'humain, c'est qu'il n'est pas déterminé par des sources extérieures, c'est lui-même qui s'autodétermine. Du coup, Dieu n'est pas du tout responsable. Hein, parce que il a donné ça aux êtres humains, puis les êtres humains ont eux-mêmes choisi de faire un mauvais usage. Et il n'y a rien qui détermine les humains à faire un mauvais usage, à part eux-mêmes, si vous voulez. Est-ce que vous voyez l'idée? Et donc ça répond à la question. Vous voyez, la volonté, c'est un truc qui n'est ni déterminé, ni complètement du hasard. C'est pas du hasard, c'est pas on est déterminé à 30% à faire dans ce sens-là. C'est une décision totalement autonome. Donc le problème est résolu. Mais Et ça soulève plein d'autres problèmes. Oui. Faire avec les volontés, Ouais. ça peut quand même être déterminé. Vous n'êtes jamais déterminé. Imaginons que vous faites quelque chose parce que vous avez énormément le désir de le faire, par exemple. Par exemple, C'est déterminé que j'ai le désir de le faire. ce qui est déterminé, c'est que vous avez parlé des circonstances extérieures, c'est que vous ayez ce désir qui vient, par exemple, de votre corps. Et le fait que vous répondiez à ce désir lui-même, par contre, ça n'est pas. La volonté, c'est vraiment une distinction entre les désirs et la volonté. C'est maintenant, il faut vous imaginer ça comme une psychologie en deux étapes. Il y a les désirs, et puis il y a la volonté qui vous dit, est-ce que je vais suivre ce désir ou pas? Est-ce que le fait que je ne le suis pas, Non. ça, c'est pas déterminé? Le truc de la volonté est totalement en isolation. C'est quelque chose au centre de vous-même qui est déterminé par rien d'autre. Ah oui, le compatibilisme, c'était pas évident, mais est-ce que ça, c'est mieux? C'est tout le problème du libre arbitre. Voilà, donc, donc voilà, pour Augustin, on ne peut pas pécher si on fait quelque chose d'inévitable, mais aucune décision n'est inévitable pour l'être humain parce qu'il a cette volonté. Alors, petite subtilité quand même, tout ce que je viens de dire, ça c'est un peu le twist de la fin du traité du libre arbitre, ne s'applique qu'à Adam et Ève. C'est les seuls qui avaient une volonté qui fonctionnait correctement. Vous êtes ternis par le péché, bien entendu, par la chute, par le péché originel, par la chute de l'humain. Et donc, votre volonté est nécessairement portée vers le mal. C'est très dommage. Hein, donc ça, c'est une des thèses fondamentales de Saint-Augustin, qui va être rediscutée énormément au XVIIe siècle, au XVIe siècle. On verra, 16e, 17e. C'est l'idée que, ouais, alors, tout ça c'est théorique, mais vous, votre volonté, elle est toute cassée.
Hein. Ça fait partie des canons de du canon de l'Église catholique. Hein. On ne le sait pas souvent, parce qu'on dit souvent, voilà, le catholicisme, c'est l'idée que vous avez un libre arbitre, vous choisissez de faire le bien, vous êtes récompensé, vous choisissez de faire le mal, vous êtes puni. C'est pas le catholicisme. Le catholicisme, c'est ça, c'est vous êtes condamné à faire le mal, c'est fort dommage. Alors, il y a une seule chose qui peut vous permettre de bien utiliser votre volonté. Alors, vous pouvez de temps en temps réussir à l'utiliser bien, hein, mais ça va jamais durer très longtemps. Vous allez replonger. La seule chose qui peut vous aider à utiliser bien votre volonté dans le catholicisme, en tout cas dans la version augustinienne, c'est la grâce divine. C'est pour ça que vous avez toujours besoin de l'aide de Dieu pour être bon. Vous ne pourrez jamais être vraiment bon sans que Dieu intervienne. Alors ça, c'est important parce que Saint Augustin va s'opposer à un moine qui s'appelle Pélage. Pélage, ça veut dire la mère, et bien sûr, le moine est breton, histoire d'eux. Voilà. Pélage, c'est un moine qui va reprendre cette idée de Saint Augustin de libre arbitre et qui va dire l'être humain a totalement le choix entre le bien et le mal. Et s'il fait assez d'actions bonnes, il acquiert il sauve son âme, il va au paradis. Mais s'il choisit de faire des actions mauvaises, il ne récupère pas son âme et il va en enfer. Et ça peut pour vous paraître la version normale, mais ça, c'est une hérésie. C'est ce qu'on appelle du coup le pélagianisme. Si vous défendiez cette théorie à ce siècle-là, vous n'étiez pas sûr de survivre très longtemps. Hein. Donc rappelez-vous, hein, pour l'Église catholique, vous ne pouvez pas être libre sans l'aide de Dieu. Mais Dieu n'est toujours pas responsable parce que le fait que votre âme soit dans ce mauvais état, c'est pas la faute de Dieu. C'est la faute de Adam et Ève qui ont fait des conneries avec leur volonté. Si votre volonté elle est cassée, c'est pas parce que Dieu l'a décidé, c'est à cause du péché originel. Oui? Faire certains mauvais calculs et c'est incompatible avec l'idée de Dieu dans les chrétiens. Alors ça entraîne énormément de questions, mais les voies divines sont impénétrables et le plan de Dieu sera révélé à la fin des temps. Alors, on finira ça peut-être pas la semaine prochaine, mais peut-être dans 2 semaines très rapidement. Maintenant, si vous avez des questions, je reste un petit peu parce que je sais que c'est une séance qui pose beaucoup de questions. Oui.